Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone, messieurs. Francophone. Et oui, et épisode spécial aujourd'hui, donc épisode by week, on l'avait bien annoncé, épisode avec des invités spéciaux, ça va être plutôt pas mal, ça va être sympa. Épisode aussi pour fêter nos 12 ans sur Twitter de Saints France. Et oui, joyeux anniversaire à tous, messieurs. Voilà, avant de démarrer cet épisode avec notre premier invité, 2-3 petites informations qui nous sont tombées là lors des dernières heures et des derniers jours, concernant notamment le match face aux Falcons. On va pas refaire nos pronos, mais on pourrait presque. Drake London et Michael Penix sont out. Voilà, donc un petit Bonne peu. nouvelle. Très Ça bonne fait nouvelle. Ouais, bonne nouvelle pour nous. Moi qui avais mis une défaite face aux Falcons, j'aurais peut-être dû la C'est fermer trop tard. la semaine dernière. C'est trop tard. C'est écrit dans le cahier magique, tu peux plus rien faire. On change pas les pronos. Je finirai pas dernier la semaine prochaine. Exactement. Et puis on avait aussi une autre news. C'était laquelle? Je l'ai zappée. Elle est sortie de ma tête. Ou c'était Je tout? ne sais pas. C'est tout. Je sais plus. Bah, peut-être qu'on la retrouvera en cours d'épisode. Ah, En non, tout cas- Drew Brees au commentaire. C'est ça. Commentaire exact. Voilà, Le Drew GOAT. Brees qui va donc commenter notre match, qu'il avait commenté face à New York quand on avait gagné la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, peut-être que ça va nous porter bonheur face aux Falcons, lui qui les a battus tant souvent. Messieurs, démarrons tout de suite avec notre premier invité, qui est un invité très spécial et qu'on va faire monter en direct. Alors n'hésitez pas à regarder en vidéo cet épisode, c'est encore mieux peut-être, si ce n'est, bon, vous pouvez rester à l'audio également. C'est parti, nous l'accueillons. Mais qui es-tu? Salut. Bonjour. Salut. Bonjour, monsieur McGrew. Will, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, bah, écoute, Impeccable. très très bien. Je vois que c'est la pleine journée pour toi, parce qu'en effet, tu es en Louisiane actuellement. Il est 14h, si je dis pas de bêtises. Exactement. Très bien. Eh bien, bienvenue parmi nous. On est très content de t'accueillir pour cette première chez Saints France et sur le French Quarter Podcast. Will, t'imagines bien que on va te présenter déjà dans un premier temps. C'est toi qui tiens Saints en France, c'est toi qui es la branche française officielle de la franchise des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc qui est en sideline, qui fait toute la partie francophone de la communication des Saints. Et déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter, tu peux nous dire qui tu es, d'où viens-tu, quel est ton but dans la vie, mon cher Will? Oui, donc oui, c'est une bonne idée pour commencer. Et donc, merci beaucoup. Je suis fan du podcast, évidemment, comme toute l'équipe de la communication aux Saints. Ça fait partie, évidemment, vous êtes vraiment le pilier de notre communauté de fans francophones et surtout en France. Et donc, je suis très content Merci. d'être ici. Mais moi, personnellement, je viens de la Nouvelle-Orléans. J'y suis né et donc j'y habite toujours. Je suis là maintenant. Et donc, moi, j'ai toujours été fan des Saints, notamment après l'ouragan Katrina. L'équipe est devenue vraiment un symbole de la ville et de la résilience de la ville. C'est vrai que après Katrina, ça c'était aussi quand j'étais au lycée. Au collège et puis au lycée, c'était vraiment des bonnes années des Saints. Et donc, j'étais vraiment très impliqué. Puis, quand je suis allé à l'université, ça s'est ralenti un peu. Et puis, mais il y a 7 ans après l'université, j'ai commencé à travailler et j'ai lancé une boîte de communication pour faire des médias en Louisiane à propos de la Louisiane, mais en français, surtout la culture, mais on a fait des choses avec les nouvelles et des choses comme ça, notamment pour les chaînes françaises, mais aussi la chaîne publique ici. Et donc, quand les Saints ont lancé, au moins ont annoncé qu'ils allaient avoir le marché français il y a 2 ans et un petit peu comme le marché principal à l'international pour les Saints. Je savais qu'il fallait faire quelque chose et donc, j'ai tout de suite commencé de parler avec eux et ça a marché. Ça a commencé, on faisait des comme sideline reports
Et puis plus tard, on a adopté un peu plus le modèle de NFL France et des autres équipes qui ont des marchés internationaux. Et c'est surtout juste les réseaux sociaux, des contenus différents sur les réseaux, des graphiques, mais aussi des vidéos. Et avec la croissance des activités que l'équipe fait, j'ai pu faire plus. Mais je crois c'est que le début. On a déjà fait pas mal de choses, mais notamment avec vous, avec d'autres gens qui se joignent à la communauté des fans des Saints. Je crois qu'il y aura plein d'autres événements et visites de joueurs et des choses comme ça dans le futur. On espère un match, évidemment. Et un match, oui, bien sûr. Avant de parler des Saints, je vais te parler de toi d'un point de vue plus personnel. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es autant lié à la culture française et à la langue française et que tu as eu cette envie de redévelopper tout ça dans la région? Ouais. Oui, c'est une bonne question, en fait, parce que moi, je suis né ici. Ma mère parle français et ma grand-mère parlait français, mais on n'est pas français et on n'a pas beaucoup de racines françaises non plus. Ma famille est en Louisiane depuis un moment. Et donc, c'était juste que, un peu comme dans les autres États aux États-Unis où l'espagnol est la deuxième langue la plus importante. En Louisiane, bon, c'est un peu menacé, mais on a gardé ça avec le français. Et donc, à l'école, on a appris le français. Et à la base, je savais qu'il y avait ce lien entre la France et la Louisiane. Et bon, la raison, bon, c'est-tu partout en fait ici, en fait, c'est dans l'architecture, et même dans les mots qu'on utilise en anglais, on utilise beaucoup de mots en français, like pour le manger, surtout pour les célébrations du carnaval. Et donc, bon, c'était un peu tout partout. Et puis le français, le fait de moins parler un petit peu le français, ça faisait partie de ça. Mais c'était vraiment plus tard, après l'université, quand je me suis rendu compte que c'était pas juste, comment dire, folklorique ou c'était pas juste n'importe quoi. C'était vraiment une richesse fondamentale dans la culture louisianaise en général et surtout la partie du fait français. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire plus pour faire rayonner cette culture et pour rendre possible le maintien de cette culture. Et donc, oui, c'est comme ça que j'ai lancé ma boîte, Louisiane. Et puis, ça a commencé surtout avec les réseaux, mais puis de plus en plus, dépendant du projet et des partenariats, ça s'est développé. Puis on a fait beaucoup de télé aussi. Et puis, plus récemment, on a ce gros partenariat avec les Saints. D'accord. Et justement, tiens, tu fais bien de me lancer. Comment sont venus les premiers contacts avec les Saints? Toi, comment tu as pu intégrer de manière quasi permanente la franchise? Oui. Donc, moi, je trouve que c'est toujours difficile de faire bouger des grands organismes en général, mais surtout les franchises de la NFL et la NFL en général. C'est très encadré. Ils font des choses d'une manière, ils font ça depuis des décennies. Et donc, au début, je savais qu'il fallait faire quelque chose parce que nous étions le seul média qui était qui faisait ça de créer des contenus en Louisiane, en français. On n'a pas fait sport auparavant, mais on a vu que ça, c'est les Saints, évidemment, c'est un pilier de la culture louisianaise. Et donc, ça serait un partenariat logique. Et donc, je me souviens pas, j'ai commencé à contacter les gens que je connaissais. On avait beaucoup d'amis en commun, etc. J'ai des cousins qui ont des amis qui travaillent aux Saints et beaucoup de choses comme ça. Il y a pas mal de executives qui ont étudié ou qui ont des enfants qui ont étudié dans le même collège que moi. Mais j'avais pas vraiment des très bons contacts au début. Et donc, oui, j'ai fouillé un peu dans mes contacts et puis j'ai commencé à lancer comment dire, des courriels et tout ça. Et puis finalement, ce qui se passait est que, en fait,
je me suis dit, OK, je vais me planter devant le stade et faire une petite vidéo pour expliquer ce qui va se passer dans le match. Et puis, quand j'ai fait ça, un exécutif, a trouvé ça sur les réseaux et puis il m'a écrit, il m'a dit, ah non, mais c'est génial ça, il faut faire ça plus. Et donc, après ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir faire des petites vidéos dans le match. Et puis, finalement, on a eu ce deal avec eux au lieu de juste faire des reportages, mais de la part de notre boîte, de commencer de faire la communication pour eux officiellement en français. Et oui, ça a évolué un peu, mais bon, c'est toujours comme ça. C'est jamais trop clair au début, mais il faut commencer avec une idée, il faut pousser, et puis éventuellement, ça peut évoluer en quelque chose d'intéressant. Et je crois qu'on est dans ce stade, notamment après la visite de Mario. Je crois que ça nous a vraiment aidé à faire progresser l'initiative. Ouais, pour rappel à nos auditeurs, de Mario Davis, donc, qui était venu avec la franchise l'été dernier pour rencontrer les fans français et venir aussi à un match des Paris Musketeers. Will, évidemment, tu faisais partie de ce groupe. Avant de te laisser tranquille et profiter de ton après-midi surtout, dernière question, tu as déjà un petit peu répondu avant, mais toi, tu penses quels sont les objectifs de la franchise vis-à-vis de la communauté française là, sur les prochaines années, les prochains mois, les prochaines saisons? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois la chose? Donc, déjà, c'est de avoir un plus grand réseau sur Instagram et X. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, Saint en France sur Instagram. Non, pardon, Saint France sur Instagram et Saint en France sur X. Nous, on est un peu à l'envers de vous, en fait. Je trouve que vous êtes très, très développés sur X, mais moins sur Instagram. Et nous, on est plus ou moins développés sur Instagram, même si on veut faire plus de On se complète. Mais si, exactement, on se complète, c'est parfait. Donc, merci de nous suivre là-bas. Et puis, évidemment, ça va être pour la communication des matchs, mais aussi par rapport aux autres priorités. On veut faire plus de soirées match en France. Et donc, il y aura le 30 novembre, donc pas ce match, mais le match d'après, contre des Dolphins. On va avoir une soirée match au Mousse à Paris. Donc, j'espère qu'on vous verra là-bas. Et après ça, je crois qu'on veut, évidemment, ça c'est faire plus d'événements, donc les soirées match. On veut faire plus d'ateliers pour le flag avec la Fédération française. On va faire les mousquetaires, en fait, ils vont être à la Nouvelle-Orléans à partir de jeudi pour quelques jours. Et donc, on va développer ce partenariat avec les Musketeers pour voir si on peut avoir plus de visites, plus de contenu, plus d'activités. Et puis finalement, plus de visites de joueurs. C'est pas clair qui va être le prochain, mais c'est sûr qu'on va faire plus de visites comme on a fait avec des Mario. Cool. Et puis finalement, un match en France dans les prochaines les prochaines saisons. Et donc, c'est pas encore décidé, mais je sais que c'est une priorité. Il y aura beaucoup de travail à faire, mais j'imagine qu'on vous verra, on va vous voir là-bas. Évidemment. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Will, merci pour tout. Merci pour ton passage. Encore une fois, on te l'avait dit en vrai avec Bertrand, mais on te le redit ici, ton français est plus qu'excellent. Oui. Donc, félicitations, parce que merci beaucoup. Notre langage est très compliqué à apprendre. Même nous, on a beaucoup Tu de parles mal mieux français encore. qu'Elio, c'est magnifique. Voilà, Non, exactement. merci beaucoup. Bon, il faut compenser pour les Américains, tu sais, donc j'ai bien bossé pour compenser les autres. Mais un grand merci à vous, vraiment. Il faut faire plus de choses en commun. On est vraiment reconnaissant de vous et c'était vraiment génial de vous voir en juillet. Et oui, j'espère que on va vous voir au 30 novembre. Et puis, oui, merci encore pour le podcast et pour l'invitation. Si jamais tu veux rester avec nous pour l'épisode, tu peux. Si tu as des occupations, tu peux vaquer, mais sinon, tu peux rester avec nous. C'est comme tu souhaites. Je vais vous laisser, je crois.
Ouais, comme c'est ça, l'après-midi. Même moi, c'est j'aime- l'après-midi. Je suis à DC là, donc c'est l'après-midi pour moi aussi. Je suis un peu occupé, un Ah peu pris par oui, John, Bertrand et Alex, tu vois. Donc voilà, on est en train de louper nos après-midi. Tu fais bien de t'échapper. Voilà. mais j'aimerais revenir une autre fois, ça serait cool. On devrait faire ça régulièrement. Bien sûr, avec Alors, plaisir. avec grand Plaisir. plaisir. Avec plaisir. Et Cool. merci d'avoir pris du temps pour venir nous joindre et parler avec nous. Je pense que toute la commu française elle est très contente de pouvoir t'entendre aussi. Donc voilà. Oui, également. Ok, merci à vous autres. À très Nickel. bientôt. Salut Merci, Will. Will. À la Salut, prochaine. salut. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Ciao. Donc on vous l'a dit, hein, épisode assez exceptionnel. On a déjà eu un premier invité très important. Donc merci à Will d'être passé. Et enfin, on a une voix, enfin pas enfin, mais on a une voix officielle de la franchise qui a pu nous rejoindre. Donc ça fait plaisir. C'est un début à Ouais. certaines choses. Tout à fait. Messieurs, en parlant de voix officielle, on va en récupérer une autre. Cette fois, c'est une des voix officielles d'un podcast que vous connaissez bien, qui nous vient du Front Office Podcast. On va l'accueillir dans un tout petit instant. Également une personne que vous connaissez bien parce que c'était un de nos followers depuis un bon moment. Vous avez déjà entendu son nom dans les questions-réponses et vous avez déjà entendu désormais sa voix du côté du Front Office Podcast. Thibaut, bonsoir. Oulat la team, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va? Ben, ça va très bien, c'est content d'être là, ça fait plaisir Eh ben pareil. à vous entendre, à vous écrire, etc. Ça y est. Sur le meilleur podcast de France. Plaisir partagé, ouais. Devant le Euh, J'ai mis ma petite Arrête. présentation en mode Sunday Night, The Front Office University. Magnifique. Ah oui, j'ai même pas vu l'arrêt. Bien joué. En effet. Petite dédicace. Elle est belle. Et grosse pensée pour Anto qui n'a pas pu être là. Voilà, il aurait aimé être là, mais bon, il a d'autres choses en ce moment qui sont tout aussi importantes pour lui à gérer, si ce n'est plus. Donc voilà, je lui fais un petit dédicace, on lui fait tous un gros bisou, je pense. On Et l'embrasse. puis la prochaine fois, il sera là. On l'embrasse. Évidemment, C'est ouais. bon, Tony. Oui. Exactement, ouais, une grosse pensée à Anto. Alors Thibaut, on va commencer par le début. Toi, tu as ton histoire, en fait, ta propre histoire, parce que le Front Office Podcast, je pense qu'on connaît assez avec Alex, il nous a assez barbé avec ça. Je rigole. Toi, comment et à quel âge t'es venu ta passion pour le football américain, en fait, tout simplement, en tant que francophone? Alors, moi, j'ai vu un soir sur France 3 l'enfer du dimanche. Réellement. Et en fait, j'avais quoi? J'avais 17, 18 ans, pas plus. Et j'étais. Alors, je suis grand fan de rugby, je suis ancien joueur de rugby, alors pas professionnel, hein, un petit peu niveau normal, hein, j'ai pas cette prétention. Et j'ai accroché, en fait, j'ai accroché au côté visuel, au côté spectaculaire, même si j'y comprenais pas grand-chose. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et étonnamment, ma première équipe, c'était les Steelers, parce que le premier Super Bowl que j'ai regardé, c'était Seahawks Steelers. Et puis, bah, forcément, comme souvent, c'était quand on commence à regarder le premier Super Bowl, c'est l'équipe qui gagne qu'on commence à suivre. Et à l'époque, voilà, le foot, aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à regarder. Donc, ce fameux Super Bowl, c'était 2004, hein, pour vous dire, je suis pas très jeune. J'étais en train de chercher là. 2004. 2004, février 2004. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis mis sur Canal+ à enregistrer tous les matchs. Et est arrivé je crois que c'était un lundi ou un mardi, la rediff, parce qu'à l'époque, les matchs n'étaient même pas en direct, c'était des matchs qui passaient, qui eux diffusaient, que Canal+ diffusait. Et ils ont diffusé le fameux Rebirth Game. Et Georges Eddy a fait une présentation un petit peu en expliquant ce qui s'était passé, pourquoi ce match était important, pourquoi ils avaient choisi le match. Ils ont passé le concert de Green Bay, de U2 sur Canal, donc c'était vraiment incroyable. Et en fait, je me suis pris d'affection alors déjà pour l'histoire, parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect. Et j'étais pris par l'histoire, j'étais pris par le jeu, j'étais pris par cette histoire de mecs un petit peu laissés pour compte parce que l'équipe avait été catastrophique l'année d'avant. Drew Brees, on ne savait pas s'il allait pouvoir rejouer réellement au football ou pas. Reggie Bush, on en entendait beaucoup, mais il y avait des choses où on ne savait pas s'il allait vraiment exploser. Enfin, il y avait plein de choses. Sean Payton, pareil, jeune coach, soi-disant coach prodige, mais voilà. Et j'ai été pris et j'ai suivi cette saison autant que je pouvais, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il fallait s'accrocher pour regarder. Et jusqu'en finale de conférence cette année-là. Et puis, c'est resté. En fait, c'est resté. Les Saints, c'est resté ma franchise. L'histoire de la ville avec Katrina m'a beaucoup touché. Cette histoire de résilience, cette histoire de courage pour voilà tout ce qui s'était passé dans le Superdome. Enfin voilà, aujourd'hui il y a peut-être des gens qui ne savent pas tout ce qui s'est passé dans le Superdome, mais s'ils s'intéressent à la franchise, je les invite vraiment
à s'intéresser à ce qui s'est passé autour de l'ouragan Katrina, c'est vraiment très poignant. Et de se dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont vécu de telles scènes dans ce stade, ils reviennent pour prendre d'autres choses. Et j'ai beaucoup aimé dans le America's Team qui a été fait autour de ça, autour de Rebirth Game, de dire en fait, quand il y a eu le pun contré de Steve Gleason, c'est comme si la franchise, comme si la ville disait ça y est, on se relève, on a pris des coups, mais là ça y est, c'est à nous de nous relever. Et voilà, c'est parti, et c'est venu depuis. À chaque fois, les Saints, ça a toujours été ma franchise. À chaque fois que je pouvais regarder des matchs sur Canal avant de prendre le Game Pass par moi-même, c'était les Saints. Sur Madden, c'était les Saints. Voilà, fan absolu. Donc, tu as pu suivre et vivre le Super Bowl 2009 en étant déjà. J'étais, bien ancré je me dans rappellerai la toujours, j'étais dans ma chambre d'alternant à Paris. J'étais à Bois d'Arcy pour être plus précis. Une chambre à Bois d'Arcy, en général, c'est pas pour une alternance. Ouais, non, mais c'est pour ça que je le dis, parce que Mais- si, il y a une résidence universitaire à Bois d'Arcy. Enfin, non, elle est beaucoup plus développée, mais à l'époque, elle était en bord de Il connaît bien. On s'en fout un peu, mais oui, je l'ai regardé. Enfin, j'étais décalqué le lundi matin, mais j'étais tellement content. J'ai eu une petite télé, mais on n'a pas idée aujourd'hui les télés qu'on avait à l'époque quand on était alterne, on avait des mini-écrans, et j'étais là toute la nuit à regarder, et franchement, quel souvenir. On a à peu près le même âge, mais on peut dire quand même qu'on avait des télés en couleur quand même à l'époque en 2009. Ça existait. Hein. Avant, C'était comment, Bertrand, quand tu as vu Neil Armstrong marcher sur la Lune la première fois? Faisons parler notre invité au lieu de me tacler, Elio. Merci. Tu vas me poser la même question. Thibaut, justement, il y a une question intéressante par rapport à ça, vu que tu es fan depuis longtemps. Quel est ton joueur actuel préféré, mais aussi quel est ton ancien joueur favori des Saints? Alors, actuel, il y en a, enfin, en fait, il y en a plusieurs après de l'histoire, depuis toujours. Si je dis Drew Brees, c'est tellement un pis-aller, mais ce joueur, il m'a tellement fait vibrer que je peux pas ne pas le citer. Mais il y a un joueur que j'ai beaucoup apprécié, c'était Bertrand l'aime aussi, c'est Jimmy Graham. Parce qu'à l'époque, c'était. Mais ouais, j'ai vu. Hein. Mais à l'époque, c'était incroyable. Cette attaque, elle était tellement incroyable. L'attaque de 2009, 2010, 2011, 2012. Alors, on n'avait pas des bilans qui étaient folichons. Mais c'était exceptionnel. Aujourd'hui, dans le roster, de Mario Davis, c'est pareil. Si je dis de Mario Davis, c'est évident par rapport à par rapport au flambeau qu'il a repris dans le leadership de l'équipe. Mais je dirais que. Un Alvin Kamara, même si il est un peu, on en discute un peu avec John sur le Discord du front office, c'est un peu la pente descendante, mais je trouve qu'un joueur aujourd'hui, pareil, je suis très affectif, hein, vous l'avez compris, mais qui choisit de rester à la franchise, qui aurait pu se faire échanger, qui peut aller chercher des bagues, qui aurait pu le faire par le passé, mais qui choisit de rester. Voilà, je trouve que ça se souligne, surtout un poste où on sait qu'il va plus rester très longtemps dans le roster. Mais ouais, je dirais Kamara à l'heure actuelle, et puis Jimmy Graham / Drew Brees sur l'histoire passée. Totalement compréhensible, bien évidemment. Avant de te laisser, deux petites questions. Déjà, ton top et ton flop de la saison là actuellement. Le top, je dirais la faculté de l'équipe à malgré tout rester dans les matchs. Et cette espèce d'esprit de travail qu'on voit. Alors pourquoi ça? Je me rappelle après le match contre les Seahawks, on avait pointé, enfin vous aviez pointé, et nous dans le front office, on avait pointé un peu des choses qui n'allaient pas, et on se rend compte le match d'après que c'est travaillé. Et j'ai l'impression qu'un peu c'est une constante. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de travail pour refaire des Saints une équipe compétitive, mais il y a peu de matchs où finalement on est vraiment out-coaché. Il y en a eu 2. Dont un contre, pour moi, celui qui est le meilleur coach de la ligue, Sean McVay. Je trouve que la préparation de Tyler Shough a vraiment été impressionnante parce que j'en attendais absolument rien. Et quand je l'ai vu, j'ai vu sa capacité à se mettre dans le match et à faire ce match. Donc maintenant, encore une fois, ça n'est qu'un match, on ne va pas s'emballer. Mais je trouve que cette capacité de l'équipe à travailler et à travailler sur les choses qui ne vont pas, c'est pas comme une équipe où on va dire toute la saison, oui, de toute façon, ils ont toujours fait la même chose. On sent qu'il y a des choses à travailler, il y a du boulot. À côté de ça, il y a quand même un fil conducteur. On voit que ça travaille. Et ça amène du coup à mon flop qui est, je suis désolé de tirer sur l'ambiance, mais Spencer Rattler.
Parce que, parce que j'ai voulu croire, hein. Vraiment, j'ai voulu croire. À un moment donné, j'avais posé une question, j'avais dit ouais, est-ce que Rattler. Mais en fait, non, c'est Alexis, il y croit encore. Il a le droit, mais il a le droit. Après, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Chacun voit par son prisme. Moi, ce que j'en ai vu m'a suffi, et notamment le match contre les Buccaneers. Là, je me suis dit, non, stop, faire ces erreurs-là. C'est des erreurs que j'aurais pardonnées en première ou deuxième semaine. À ce moment-là, non, plus du tout. Donc, il y a des choses aujourd'hui. Je pense que Spencer Rattler, il s'est acheté son siège de quarterback numéro 2 pour les 3-4 prochaines années. Et voilà, je pense pas qu'il peut aller plus loin. Mais voilà, pour synthétiser, je dirais cette capacité de l'équipe à travailler et à quand même avancer. La défense aussi, ça fait quand même beaucoup de top, on va pas se mentir. Mais voilà, même la défense, pareil, on n'attendait pas grand-chose. Et il y a des joueurs qui ont l'air de se révéler. J'ai l'impression qu'on a quand même pas si mal drafté que ça, notamment l'année dernière. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour l'année qui arrive, peu importe où on sera à la draft. Je fais confiance suffisamment aujourd'hui au front office et alors pas le podcast, hein, vous avez compris. Ça, on a compris. Aux dirigeants de la Nouvelle-Orléans, pour pas faire de clubisme, pour aller chercher de bons joueurs dans la prochaine draft et continuer à travailler. Et bah justement, allez, petit pont parce que tu nous as parlé du front office. Avant de te laisser, comment tu as rejoint le front office podcast? Voilà. Et ben en fait, il y a eu un message d'Alex sur le Discord, ou PA, je sais plus, qui disait bah voilà, on est un petit peu en recherche de nouvelles idées, on est un petit peu en recherche éventuellement de renforts, comment dire, la porte n'est pas fermée. Et voilà, moi, ça fait des années que je bouffe des podcasts à longueur de journée, on va pas se mentir, dont le vôtre que je suis depuis le début. De toute façon, vous le savez, je vous casse la tête avec mes questions à chaque fois où j'écris toujours des parpaings. Et en fait, j'ai posté un message en donnant quelques idées, notamment des idées de développer la partie histoire du front office, de l'histoire de la NFL, parce que je trouvais que c'est quand même important de remettre parfois certaines choses dans leur contexte. Et on est tellement dans une culture de l'instant que parfois on se dit tel joueur il est fantastique, oui mais il a fait 3 matchs. Un joueur fantastique, oui c'est un Drew Brees, c'est un Peyton Manning, c'est non, je ne devrais pas le dire, l'ancien quarterback de la Nouvelle-Angleterre. Voilà, ça, c'est des références. Mais je trouvais qu'il fallait développer ça. Et en fait, Alex et Pan ont dit bah, ça tombe bien, nous, on veut aller là-dedans, on veut un petit peu donner du contenu différentiel. C'est aussi un peu la marque de fabrique du front office, c'est d'aborder les choses sous un angle un peu différent de ce qui se fait. C'est pas juste faire du débrief plan-plan de voilà, il s'est passé ça, il y a eu ça. C'est essayer d'avoir des discussions ouvertes, presque comme des potes qui se débriefent autour d'un verre. Et dans l'idée, voilà, ça leur a plu, mes idées leur ont plu. Ils m'ont dit est-ce que t'es chaud à venir? Et puis à un moment donné, ils m'ont dit est-ce que tu voudrais pas intervenir sur un des rewind ou une preview? Et puis voilà, ça s'est globalement bien passé. Les retours ont été super positifs, les vôtres aussi, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, on continue, c'est une passion. Moi, je suis très content de parler de football. Je suis très content de partager la passion, de discuter avec des gens que ce soit sur le Discord ou autre. C'est toujours très intéressant. Et puis ça amène à des rencontres et choses comme ça. Enfin, c'est vraiment super. C'est une belle aventure. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Thibaut, d'être passé. On peut donc entendre ta voix sur le Front Office Podcast, celle d'Anto aussi également, donc de fans des Saints. Yes. On dit à très bientôt. Je pense qu'on verra ta question dans le question-réponse de la semaine prochaine, sûrement. Il y a moyen, ouais. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi. Très belle soirée à toi. Salut, Thibaut. Salut. Merci encore. Salut, Thibaut. Alors, prochain invité, on vous a dit épisode spécial, c'est-à-dire qu'on a pris 2 invités sérieux d'entrée, très sérieux et extrêmement bien. Cette fois-ci, on va prendre un autre type d'invité. John, je pense que tu as un petit s'excuse d'avance pour celui-ci. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Oui, nous n'avons pas invité Alexis, mais nous avons invité son pendant habitant en Allemagne. Il s'agit d'Étienne, que vous connaissez sous son nom de Yabon Dragon. Sur Twitter, donc qui est peut-être un des plus gros, voire le plus gros troller, disons les choses ainsi, le plus gros troller de la communauté Saints France. Étienne, bonsoir. Branche ton micro déjà. Branche ton putain de micro, déjà Étienne. dans un premier temps, voilà. Est-ce qu'on peut remettre le jingle juste histoire de se rassurer? Ok, bonsoir. Ah, les enfants. ça va.
C'est bon, enfin on t'entend. Comment vas-tu? Impeccable. Écoute, je suis à fond. Je suis en voyage pour changer et j'essaye de continuer à donner des stats au podcast sur toute la planète. J'ai déjà coché une bonne quinzaine de pays ou une bonne vingtaine. Donc, tu es en ce moment aux Émirats, donc il est déjà un petit peu tard. Mais on est chaud, toujours présent. Donc, le Il est quelle podcast. heure aux Émirats là? Euh, Klein, rassure-nous. Il est minuit et demi. Bon, on va te garder Ah, ça toute va. l'année, Ça t'inquiète. va. Ça va. Ça va. Ça va. Pour ce que tu fais au boulot, c'est bon. Étienne, comment t'es venu déjà dans un premier temps la passion du football américain? Et vu que je suis pas du tout intéressé par ta vie, je vais en profiter pour aller faire ma Bien pause sûr. café, Oh non, parce que je bois de la Gatorade depuis tout À à ce l'heure. part Donc, qu'il est déjà passé dans bienvenue l'émission. Étienne, tu nous racontes tout. Voilà. Eh ben, figure-toi, en fait, ça vient d'un de mes amis avec qui j'ai fait mes études et qui est devenu mon colocataire par la suite quand j'ai commencé à travailler et qui, lui, est fan des Jets. Et on a commencé par des Aïe. soirées Super Bowl. Ouais, aïe. On a commencé par les soirées Super Bowl. J'ai trouvé ça vachement Avec cool. les Jets, du coup. Sans vos équipes. Hein. Non, ça sera les Jets. Non. On a commencé. Et, ouais, j'ai vu les Packers gagner, j'ai vu les Steelers gagner. J'ai trouvé ça vachement cool. Et à l'époque, on avait sur la Freebox ESPN qui diffusait des matchs gratuitement. Donc, on avait genre 3 matchs le dimanche. Et bah, c'est comme ça, chaque dimanche, je regardais les matchs et je découvrais les équipes une par une jusqu'à découvrir les Saints, en fait, que je trouvais incroyables. Et bah, ça va étonner personne. Et en voyant le Super Bowl, j'ai trouvé que c'était une équipe, l'équipe à suivre. Et parce que sur le Super Bowl qu'on a gagné, j'avais parié justement avec mon coloc qui lui était pour les Colts et les paris étaient assez fous ce soir-là, donc il s'est passé beaucoup de choses suite au Super Bowl et ça m'a donné une attache assez énorme au club tout de suite. Et toutes les années qu'on suivit, j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré l'esprit. Si aujourd'hui j'adore Taysom, à l'époque c'était Darren Sproles qui me rendait fou et je trouvais génial parce qu'il jouait à plein de postes. Le gars est tout petit, il se faufilait partout, il faisait des trucs fous. On avait Graham qui cassait les poteaux, on avait une équipe folle qui faisait rêver et c'est comme ça que j'ai suivi de apprécier plein d'équipes à tout d'un coup rester sur les Saints. Intéressant d'ailleurs la réponse d'Darren Sproles. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent. Alors que, c'est le mec qui était en train de pisser, il dit ouais, c'est intéressant. C'est parce que je connais ton histoire. Voilà, je pense que vous avez compris depuis le temps qu'Étienne, on le connaît en privé également. En personne, malheureusement pour nous. Non, mais intéressant la réponse d'Darren Sproles parce que c'est vrai que c'est pas un nom qui ressort souvent, alors que ça a été un très bon joueur chez nous pendant longtemps. Donc ça fait plutôt plaisir de l'entendre. On va revenir justement un petit peu sur là ce que tu nous as sorti. Si tu as vraiment un joueur hors Taysom Hill maintenant dans l'équipe actuelle, qui est suivante, si tu veux. Non, c'est difficile. Jusqu'à maintenant, c'était Rachid Shahid que je voyais justement faire plusieurs postes et donner vraiment des émotions. Là, aujourd'hui, non, je veux dire, pas grand monde me fait rêver. Hein. On a besoin de les développer, les gens qui vont nous faire rêver. C'est certainement pas Olavé, c'est certainement pas son frère. Enfin, c'est. Non, le coach, moi, le coach me fait rêver. J'y crois. Je vois le potentiel, je vois les efforts semaine après semaine, et je me dis, ouais, il y a quelque chose. Si on lâche pas, il y a moyen de faire exploser des talents et de découvrir des nouveaux trucs.
tes tops et tes flops de la saison. Vas-y, là, je te sentais bien. Là, t'as Ouais, commencé c'est à ça. balancer des Non, trucs. bah, clairement, mon top, j'hésite entre Alexis et Kellen Moore. Mais non, Merci, Étienne. on va pas se cacher. Je vais dire, je vais révéler les secrets du podcast. C'est vrai qu'avec Alexis, il y a moyen qu'on échange un petit peu pendant les enregistrements du podcast. Et je l'influence un petit peu sur ses pronos. Ça aurait une incidence C'est pour ça au qu'il nombre est de dernier. points en ce moment. Ouais, Sans lui, je serais à plus 10, hein, sachez-le. hein. N'hésite pas, continue de le faire, t'en fais pas. J'avoue que il y a 2-3 fois les alertes au gogol, on les partage un petit peu. Mais bon, sinon ça restera Kellen Moore pour moi le top. Malgré 2 matchs où on a pris l'eau complètement et il a fait de la merde, semaine après semaine, on voit des évolutions malgré le fait de jouer avec des jardiniers et des vendeurs de hot dogs. Les mecs évoluent semaine après semaine et je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose. En flop, Spencer Rattler. Ce serait pas ton ingénieur son en flop, là? Tu nous casses tes oreilles avec ton micro, là. C'est possible, désolé. Super fort. Mais ça va. Bah, en tout Allez, on cas, passe à l'invité suivant, alors là. sur la Merci question beaucoup. Raptor, tu partages, toi et Alexis, finalement, vous n'êtes pas si communs que ça. Avant de te laisser et surtout que tu nous laisses tranquille, j'ai une dernière question assez importante. Alors oui, comme je le disais en introduction, tu es un petit peu notre maxi troll perso Ouais. notamment sur Twitter. Tu es celui aussi qui a projeté, parce que c'est ton métier, on va le dire, hein, tu projettes des images, etc. à travers le monde. Et tu as projeté Tyson Hill sur une énorme montagne en Arabie Saoudite. Voilà, on peut le dire Ouais. maintenant qu'il n'y est plus et que tu te feras pas arrêter. Mais Ça a failli te coûter cher. faudrait que ça a failli te coûter cher. Faudrait que ces clichés sortent un jour. Nous, on les a eus, mais pareil sur d'énormes friches d'usines, etc. Tu as fait des grandes projections des Saints, et notamment de Tyson Hill. Et de notre logo aussi. Ouais. Et de On notre a Ouais, quand du même eu, logo. on a quand même eu notre tête en 4K sur une tour télé à Düsseldorf. De 200 mètres de haut, ouais, bien sûr. C'est peut-être notre pire et notre meilleur T'imagines follower à la fois. T'imagines Alexis sur 200 mètres de haut, la terreur. Non, j'avoue, je me sers Ouais, de, oui. je me sers de Tyson Hill comme mire de test, donc un peu partout où je vais, comme je vais sur toute la planète et que je fais des vidéoprojections qui sont assez exceptionnelles, je me retrouve à projeter des images de joueurs ou le logo du podcast ou vos têtes sur des bâtiments énormes, et c'est vrai que c'est assez rigolo. Alors c'est dangereux parce que oui, dans certains pays, je suis peut-être recherché, mais il y a des lois qui sont passées au Moyen-Orient à cause de moi et de ce genre de choses. Mais écoutez, c'est Voilà, comme ça. donc on vous a dit épisode spécial, on vous a invité le fugitif numéro 1 d'Arabie Saoudite On a invité Fudibus. dans le podcast. Il est recherché par Interpol. Caché aux Émirats, oui, c'est ça, on dirait au Tadjikistan vu le décor, mais bon. Alors, en tout cas, merci Étienne d'être venu, merci mon Yabon Dragon. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir depuis le temps qu'on doit te la rendre quand même. On va te laisser, tu vas nous laisser tranquille. Et on se dit à la aller prochaine dormir. dans nos commentaires. Voilà. À très bientôt. Ciao. Merci. Bye. Salut Étienne. Salut. Ciao. Voilà, vous voyez, on a tout type d'invités, mais en réalité, c'est vrai que c'est ultra intéressant de recevoir Étienne et de mettre des visages sur les personnes qui vous embêtent sur les réseaux sociaux, mais en même temps sur ceux qui arrivent à mettre nos têtes sur des antennes géantes à Düsseldorf et un petit peu à travers le monde. Hein. Je crois qu'il avait fait aussi dans un dôme en Inde, il me semble, pareil, Tyson en grand, enfin bref. Voilà, c'est pour les petites J'ai anecdotes. eu ma tête avec Doug Tatum de la communication. On avait fait un Teams ensemble avec Bertrand. Il m'a quand même projeté sur la patinoire d'un paquebot. Il y avait ma tête avec Doug. Incroyable. Non mais bref, c'est un grand malade. C'est un grand malade. Messieurs, prochain invité, cette fois-ci, que l'on va introduire dans un instant. Et voilà, le retour. Mais je Salut, t'ai déjà vu à la Margot. télé, toi. Ouais. C'était en Comment petit. vas-tu? Ça va très bien et vous? Eh ben, ça va, merci. Impeccable.
Margot, on t'avait déjà eu évidemment dans un épisode donc, parce que tu avais été donc la fan internationale de l'année des Saints. Tu avais été à la draft de la saison dernière à Green Bay. Ouais. T'as annoncé Quincy Riley comme pick. Ça nous réussit plutôt bien, donc si tu peux retourner à la Bon draft petit l'année pic, prochaine, on ne voudra pas. Voilà. C'est toi qui l'as choisi en plus. Hein. Bien sûr. Tout à fait. Non, mais bien vu, franchement. On t'a également, avec Bertrand, rencontré en vrai à l'occasion de la rencontre avec Demario Davis, avec John aussi. Après, vous vous êtes croisés aussi. Ouais. On va revenir sur toi, ton passé. Tu nous l'as déjà dit, mais nous, on veut que tu nous le redises. Comment tu es devenue fan de football américain, Margot? Et bah effectivement, je commence à radoter, mais c'est pas grave, ça me va. Du coup, moi, j'ai commencé à regarder la NFL il y a 5-6 ans quand je me suis mise avec mon compagnon qui, du coup, était déjà grand fan de football et des Giants. Des Giants. Et tout. C'est trop tard, c'était fait. Qu'on a battu. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des soirées Red Zone avec ses copains. Je comprenais rien du tout, mais alors rien du tout. Je voyais même pas le ballon sur l'écran, j'étais perdue. Et puis petit à petit, ils m'ont dit mais si, regarde, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis ils m'ont dit choisis une équipe, tu verras, ce sera mieux, tu seras plus investi dedans. Et puis bon, en vrai, j'ai pas réfléchi super longtemps. Déjà, le logo, les couleurs, c'est ce qui me parlait le plus. La fleur de lys avec la France, c'est quand même un symbole important. Il y a un rapport quand même assez évident entre la Nouvelle-Orléans et la France. Donc j'ai pas hésité super longtemps. Je dis allez, c'est parti pour les Saints. Je lui ai dit ça va, c'est pas une trop mauvaise équipe. Il m'a dit non, ça va, tu peux y aller. Bon, finalement, on est sur la pente descendante, mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit, j'ai choisi une équipe, j'irai jusqu'au bout. Donc voilà. Et puis après, lui, il jouait aussi au football américain, donc petit à petit, je suis allée le voir jouer. Et j'ai compris un petit peu les règles. Puis du coup, ça s'est fait comme ça. Et puis maintenant, je joue au flag aussi. Donc on est à fond football américain et flag. D'ailleurs, la saison de flag, elle a démarré pour toi? Ouais, il me semble que ça a démarré, non? Ouais. Ouais. Et ça va, vous Ouais. gagnez? Alors, l'année dernière, on jouait en Ile-de-France. On s'est fait tarter la tronche, sachant que moi, quand j'ai démarré il y a 4 ans le flag, je suis arrivée dans une équipe avec des athlètes. En fait, la saison où je suis arrivée, l'équipé, donc le vrai football américain, ils étaient out. Et du coup, tous les joueurs sont venus au flag parce qu'ils se faisaient chier. Du coup, on avait des pépites. Et moi, je servais à rien. Je faisais juste la fille sur le terrain pour dire on joue en mixte. Je ne servais à rien. Et du coup, là, depuis, ils sont partis. On est en reconstruction, mais on recrute. Et petit à petit, on forme une équipe. En plus, on recrute pas mal de filles. On est 5 filles là maintenant. Donc, on est à pas grand-chose de l'équipe féminine. Donc, peut-être l'année prochaine. Ah, pas mal. Et sinon, pour l'équipe mixte, du coup, maintenant, on joue en Bourgogne-Franche-Comté. La première journée, c'était un peu chaud parce qu'on était 6. Non, on était peut-être 7, je crois. Donc, c'était un peu chaud de faire les 5 matchs. Non, 4. Non, 5, je crois. Et là, la troisième journée, donc ce week-end à 3, on a gagné 2 matchs sur 3. Et le troisième, franchement, ça s'est pas joué à tant que ça. Du coup, on est content. Ça fait mieux que les Saints. Donc voilà. Objectif JO 2028, Margot. Je suis pas convaincue, j'ai pas le niveau. Arrête. Je me sous-estime peut-être, mais je pense pas quand même. En tout cas, ouais, tu joues pour les Pigargues de Troyes, donc si jamais, voilà, C'est ça. si jamais les Pigargues recrutent, si ça peut rentrer dans l'oreille de certains d'entre vous ou certaines. Des filles. Yes. Ouais, certaines. Ouais, exactement. Ce serait trop cool. C'est pas qu'on n'aime pas les garçons, mais de jouer entre filles, je pense qu'on progresserait encore plus et on prendra encore plus de plaisir parce que là, on est une sur le terrain. Ouais. On prend moins de répétitions que les garçons, quoi. On est là pour faire la fille et on sait que on est un peu moins rapide, un peu moins tout, quoi. On est moins grande. Moi, quand je tombe face à un mec qui fait 1m80, comment dire que... Moi, je me suis déjà fait... Il y a un mec, une fois, il a mis ses bras autour de moi pour attraper le ballon devant moi. Ah oui, en effet. Là, Vas-y, écoute, je ne peux pas lutter, tes bras sont plus grands. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on prend du kiff quand même. Actuellement, cette saison, Margot, alors, même cette saison, ou même avant d'ailleurs, est-ce que tu as un joueur actuel préféré ou un joueur passé préféré? Alors, quand j'ai commencé à regarder, c'était à la fin de Drew Brees, mais il était encore là. Ouais. Et franchement, ça faisait kiffer. Donc, Drew Brees reste dans mon cœur quand même, pour toujours. Et puis, alors actuellement, je dirais quand même Tyrese Hill. Mais il y a aussi le numéro 7 qui joue beaucoup. Parce que numéro 7, que ce soit au football. Et puis, moi, je suis du 7 juillet. Donc, et je joue avec le numéro 7, du coup. Donc, le 7, c'est une grande histoire d'amour. CR7. Voilà. Voilà. J'attendais Alexis l'intervention.
je l'attendais aussi parce qu'il me semblait bien la dernière fois qu'on avait parlé du Portugal. Donc voilà. Et donc Tyson Hill, après, le fait de l'avoir rencontré, Demario Davis, quand même, ça fait un petit truc. Et il est quand même bon. Hein. Ouais, il est Donc pas mauvais. ouais, ce serait mes top players. Très bien. Et même pas Quincy Riley. Alors que t'as annoncé, Mais je le ce gardais soir. pour les tops. Pardon. Je me suis dit, je vais le garder pour après. Bah, T'as vas-y, tout spoilé, voilà. là. Et si t'as top et flop de la saison. Bah du coup Quincy Riley parce que alors bon, je regarde le red zone donc je vois pas toujours toutes les actions. Alors je suis vos live tweets donc je rattrape pas mal de choses quand même. Mais du coup il a fait une interception, il est pas mauvais, je pense qu'il travaille bien, je suis plutôt contente. En plus du coup je lui ai envoyé 2 messages, il m'a mis des petits cœurs, du coup je me dis c'est que j'ai compris. Ça toi tu as une carrière. Voilà. Du coup je suis contente. Bah, après en vrai j'ai pas fait grand chose. Mais Hein, si, dis son nom mais c'est pas grave, moi ça m'a marqué et je pense que lui au fond il se dit enfin c'est pas moi qui l'ai appelé personnellement mais il m'a vu passer à la télé quand même. Du coup avec Quincy Riley je suis quand même contente et puis j'aurais été un peu déçue que le joueur que je draft il fasse n'importe quoi donc ouais je suis contente et puis flop et défaite ça fait un peu mal quoi. Le bilan, il est après moche, le début de saison je trouvais qu'on se faisait pas trop tarder. Donc je m'étais dit bon ça va, même mon chéri me disait oh ça va vous perdez mais vous jouez, enfin c'est pas dégueulasse quoi. Bon après il y a eu la victoire contre les Giants, ce fut dur à la maison. Ce fut rude. T'as remporté le combat de la maison. Ça va. En plus ce soir-là moi je lui ai dit je veux pas qu'on aille avec les copains ce jour-là parce que ça va être tendu quoi. En plus ça fait des années qu'il me charrie tous les dimanches quand on a que c'est ouais les Saints vous êtes nuls et tout, il me charrie tout le temps. Là je leur dis je fan des Giants ou non mais après il y a aussi les autres copains parce que dans les copains il y a les Bengals, il y a alors il y en a un qui est arrivé il y a pas longtemps, alors il a pris Kansas City, c'est un peu facile hein. Enfin bref, et du coup il me charrie tout le temps. Là je leur ai dit écoutez les gars, ça va être simple. On est tous fair play ce soir, sinon je m'en vais. Et du coup finalement on a gagné et du coup j'étais obligée de retenir mes cris de joie parce que il y avait mon chéri à côté. Donc voilà. Mais bon, ouais. Et puis après défaite, c'était un peu dur. Mais bon, une petite victoire, là, ça fait du bien, donc on espère que ça continue. Avant de te laisser, en ce moment, tu fais figure de proue pour la nouvelle campagne de fan international de l'année. Donc, ça fait. À tous nos auditeurs, vous pouvez vous inscrire pour représenter éventuellement la France en tant que fan international de l'année. On te voit sur les pubs et notamment de la franchise. Comment tu te sens? Ça va? Alors déjà, ils n'ont pas pris des super photos là-bas, donc ça me fait pas plaisir. Mais du coup, là, après, il y a Will qui m'a dit Margot, tu peux nous refaire 2-3 petites vidéos comme tu avais fait à Green Bay. Je dis ok. Alors, comment vous dire que je ne suis pas influenceuse. Donc, on a mis 3 heures pour faire les 3 petites vidéos. Mais bon, si on peut recruter, ça fera du bien. Ce serait quand même trop chouette d'avoir des Français. Parce que nous, on était les seuls Français et c'était un peu long. Parce que même si on se débrouille un peu en anglais, c'était dur. Et on n'avait aucun répit, quoi. Donc ce serait bien qu'il y ait plusieurs Français, hormis les fans des Saints, là-bas. Je pense que ce serait cool de montrer que nous aussi, on a une base de fans en France. Et puis ça permettra aussi de montrer qu'on veut le match et que s'il y a un match en France, on sera nombreux à se déplacer, quoi. Donc ouais, ce sera vraiment cool. Après, je regarde plus les vidéos, hein. Moi je les ai entendues 25 000 fois, donc dès que je la vois, je zappe. Donc si j'oublie de répondre à des commentaires ou à des trucs, c'est normal, je ne regarde plus trop. Eh ben, merci Margot d'être passée. De rien. On te revoit sur les réseaux sociaux des Saints, du coup. Non, mais bon, comme d'habitude, écoutez, Margot, ça fait pareil, c'est une de nos followers référence, entre guillemets. Donc, merci vraiment d'avoir participé à cet épisode. On dit à la prochaine. Et un petit dernier mot pour les Pigargues de Troyes. Vous recrutez des filles. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci Margot, à bientôt. Salut. À bientôt. Un passage féminin dans un épisode de football américain, ça fait du bien un petit peu, surtout après avoir Étienne. Cette fois-ci, on va vous présenter une nouvelle personne qui est le garde du corps de la sécurité privée de Saints France. On va le faire monter tout de suite. Il s'appelle Doc. Salut Doc, comment vas-tu? Salut tout le monde, vous m'entendez? Tout va bien? Ouais. Tout va bien. Ça, c'est une voix de cow-boy, ça. Ouais. Ça change, hein. J'ai le physique de la voix, on va dire.
Non, mais c'est ça. Si jamais vous voulez aller voir des matchs avec Saints France ou quoi que ce soit au bar, sachez que déjà, il faudra vous faire palper par Doc et pas de bêtises. Pour qui tu veux qu'on fasse ça encore. D'ailleurs, Bertrand, donc vous voyez dans la vie privée notamment, vous partagez la même particularité, on va dire. Vous pourriez jouer totalement pour les Saints. Oui, pas au même poste, mais oui, effectivement. Ouais. Il serait peut-être à ma gauche ou à ma droite sur la ligne offensive. Ouais, je pense, ouais. Parce que Bertrand est peut-être un tout petit peu plus gros que moi, mais disons que je lui mets 20 kilos. Quoi. Ouais, voilà. Faut lui mettre les 20 kilos. Hein. Bah, je les mets, t'inquiète. Je travaille pour. Et évidemment, je pense que du coup, maintenant, tu as compris les questions qu'on posait plutôt à nos invités. Toi, comment tu es devenu fan de football américain à l'époque? Moi, ça remonte. Vous avez vraiment au foot de ma gueule, parce que vous avez l'habitude au foot de Bertrand, mais moi, ça date de 1996. Alors, c'était le siècle dernier. Ouais, ça fait un peu, oui, t'es à peine né. Ouais, j'ai 40 ans. C'est malin derrière l'écran. T'inquiète, j'arrive. Et du coup, on m'avait offert un bouquin qui parlait énormément de sport, dont beaucoup de sports américains. Et je suis tombé amoureux de deux sports, qui étaient le lacrosse et qui était le football américain en parallèle. Et du coup, j'ai pu voir après, je crois que Georges Eddy passait des extraits de match, il me semble, sur le canal. Et j'avais vu des actions des Dallas Cowboys à l'époque. Et c'était un truc de malade mental. On voyait les courses, on voyait les contacts. Enfin, c'était pas les règles de maintenant. Donc, autant dire que les contacts, le casque en avant, etc. Enfin, c'était assez impressionnant, en fait. Et le bruit. C'est surtout le bruit et la rapidité d'action, en fait. C'était fou. Et après, bon, forcément, Internet est arrivé beaucoup plus tard, donc j'ai commencé à m'enseigner. Après, les premières compiles qu'on voyait, c'était beaucoup de sales coups, etc. Donc, je me suis un peu détaché du football américain. Et puis, en 2010, je travaillais en pénitentiaire, j'étais sur un pénitentiaire. Et pendant une de mes gardes, j'ai eu la chance de tomber sur un match qui était le Super Bowl, avec la victoire des Saints. Ah oui. Et je suis resté accro. Et depuis, j'ai rencontré un copain qui lui a vécu à New York, qui était en NCAA 2 au basket, donc il a fait sa fac à New York, qui était vraiment accro au football américain. Et du coup, on en parlait, on essayait de choper des matchs, ce qui n'était pas forcément évident, mais on faisait chaque année la soirée Super Bowl. Et depuis 2010, il n'y a pas une année où il n'y a pas une soirée à la maison, où je cuisine pas pour tout le monde, où tout le monde vient pas voir le match, etc. Et en fait, petit à petit, tu fais ta culture, etc. Et c'est comme ça que je suis devenu accro au football américain. Les Saints, t'as jamais trop flanché. C'est vrai qu'on a eu des années quand même un petit peu compliquées autour de 2014, 2015, etc. Il a fallu un petit peu ressortir la tête de l'eau pendant une période. Ta passion est toujours restée la même pour la franchise? Alors, j'avais une double franchise, pour être honnête. Mets ton pied dans le plat. Je vais le justifier. Faites pas les mains. Attention, on va tout faire. Alors, non. Pour le coup, en fait, j'avais une franchise par défaut et j'avais les Saints. La franchise par défaut, c'était les Patriots. Je t'explique pourquoi. Parce que comme je viens à l'origine du basket, je suivais Boston, en fait. Et donc, comme je suivais Boston, je suivais les Bruins. Tu sais, une très bonne équipe de hockey. Tu as connu, je pense. Je suivais les Boston Cannons. Je suivais les Celtics, forcément. Et par défaut, en fait, j'ai regardé un peu autour. Mais j'avais toujours de l'acquaintance avec les Saints. Toujours. Donc, j'ai toujours regardé. Et puis, faut se rappeler qu'à l'époque, tu avais quand même le combat Gronk d'un côté qui battait des records. Tu avais Graham qui lui rendait l'appareil. Donc, pour moi, c'était trop bien parce que je voyais les deux franchises que j'avais à peu près qui faisaient ça. J'avais Breeze et Tom Brady qui étaient pareil, qui se tiraient la bourse systématiquement. Donc, pour moi, en fait, c'était tout confort. Et au bout d'un moment, je suis resté avec Boston, mais plus par défaut, en fait. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la vraie culture qu'étaient les Saints, ça a commencé à apprendre. Et puis après, voilà. Et puis après, il y a une rencontre qui a tout changé, mais il est là. Je pense. Comment vous êtes rencontrés tous les deux et un petit peu né votre amitié? Je sais que Doc, toi, tu baignes aussi beaucoup dans le milieu de la musique. Ouais. Voilà. Et c'est ça. C'est ça. En fait, on s'est rencontrés, on parlait ensemble avec son frère, notamment, via une association, etc. Et puis, le bout de gras, et puis on s'est rencontrés en concert, et puis voilà.
tout simplement. Premier Et puis, festival il était, dans le nord de la France. voilà, et puis il était déjà fan des Saints. Et j'ai eu, enfin, l'une des premières conversations, je pense que Bertrand confirmera, l'une des premières conversations qu'on a, c'est je lui dis, je lui fais, mais pourquoi il n'y a pas de podcast sur les Saints? C'est très bien de créer un podcast sur les Saints. Et ce truc date de 2018 ou 2019, tu vois. Ouais, 2019 de mémoire. Ah Ouais. Et en fait, on a commencé à chercher là-dessus, et puis bah du coup après, bah forcément, même si c'est vrai que j'ai toujours à apprendre, je suis Bertrand le premier à le dire, je suis un espèce de footix amélioré, on va dire. Mais et puis ça me tient, et puis cette franchise a tellement à offrir en fait, que ce soit par son histoire, etc., par sa culture, le côté col bleu qui continue avec le stade au milieu de la ville. Enfin, c'est important en fait. T'es pas obligé de prendre ta caisse, faire 100 bornes ou quoi. Tu vois, c'est vraiment ancré, c'est au cœur en fait. Et c'est pour moi c'est important. Enfin, je vais pas me faire des amis, mais je suis né à Lens et en fait je retrouve un peu ce que j'ai dans cette espèce de culture de rien en fait, de vide, mais qui se retrouve autour du sport. Et c'est un peu ce que je retrouve avec les Saints. Et en plus de la culture des Saints, t'apprécies aussi, de ce que je sais, la partie culinaire, la partie musique, Louis Ouais, Vallée, etc. Où t'es je suis un gros fan de sludge, comme quelqu'un ici qui peut lever la main. D'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait énormément de concerts où tu étais également là. Et en fait, on s'est croisés en fait, et on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant, mais au final, on a fait les mêmes dates à Paris, on s'est jamais trop parlé ni rien, donc c'est assez drôle. Et après, bah oui, la bouffe. Hein, mon père étant lui-même créole, j'ai quand même des acquaintances avec la bouffe de la Nouvelle-Orléans, et donc du coup, bah ça colle, et j'ai plein de choses qui en fait me ramènent à cette franchise, quoi. Bon, bah voilà. Et vas-y. Attends, Bébert, aparté, Ouais, juste avant de tourner la page musique, ce serait pas une petite chemise Black Sabbath volume 4 que tu as sur toi? Je sais pas de quoi tu me parles. Si. Et comme tu peux voir, il y a quelque chose là qui pourrait t'intéresser. Bon, pour les gens qui voient pas, pardon, c'est une affiche de High God que j'ai dédicacée. C'est bien. Magnifique. Très bien. Très bon goût. Et donc, pour revenir sur les questions qu'on avait posées à tous nos auditeurs et à tous nos invités, si on revient un peu sur la franchise et qu'on fait le joueur préféré actuel et le joueur préféré all-time, on va dire, de la franchise. Drake May ne compte pas comme réponse. Pardon? Drake May ne compte pas comme réponse. Fais le malin, toi. Non, en fait, moi, je vais essayer de donner tort à Elio pour une fois. Qui dit souvent, j'ai réécouté le podcast tout à l'heure sur la draft. Ouais, mais les 6e, 7e tours, ça sert à rien. Bah, Marques Colston, tout simplement. Marques Colston, et pour moi, il représente exactement ce qu'est la Nouvelle-Orléans. C'est un gars qui venait de rien, qui s'est concentré, qui avait rien à perdre, qui s'est donné, qui a été une star uniquement pour la Nouvelle-Orléans, qui n'a jamais été pro bowler, qui n'a jamais été All-Pro. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et ce mec-là a fait 10 ans chez nous, a serré les dents, a fait combien 6 saisons à plus de milliards, je crois, ou 7 saisons à plus de milliards. Il finit sa dernière saison à 500 yards. Enfin, c'était un tueur, en fait, mais un tueur silencieux. Le gars qui faisait le taf, qui juste se taisait, et qui, pour moi, était un peu le maître étalon de tous les receveurs qu'on a reçus après. Tu prends ce qu'était Michael Thomas, c'était exactement le même genre de profil, en un peu plus léger. Chris Olave, c'est exactement le même profil, en un petit peu plus léger. C'était cette espèce de receveur un peu moderne, qui était capable de faire de gros contacts pour aller au bout, mais qui était hyper élégant. Et son côté toujours silencieux, toujours hyper focus, c'est quelque chose qui m'a toujours séduit chez lui, en fait. Et ça reste pour moi l'un de mes joueurs favoris, en fait. Et dans la franchise actuelle? J'aime bien Kouled. Je dois avouer Kouled, ouais. Je dois avouer que... Ouais, franchement, ouais. J'aime bien Kouled. Je sais qu'il a des trous d'air, etc. Mais je sais très bien son... Pardon? C'est son nom que t'aimes bien. Non, mais vraiment, je pense, en fait, c'est pas un 1, c'est sûr que c'est pas un 1, etc. Mais ce qu'il dégage, etc., il y a des moments où, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, s'il se concentrait plus, en fait, je pense qu'il a des problèmes de concentration de ses coordinateurs de joueurs, etc., mais il est quand même capable d'éteindre 2-3 gars, là, quand il s'y met vraiment, il est quand même capable de faire du service.
Après, il a des trous d'air. Je suis le premier, j'ai posé une question il y a quelques semaines dessus parce qu'il y a des moments où il est agaçant possible. Parce qu'il n'est pas un. Voilà. Je pense qu'avec un vrai un à sa place et lui à sa vraie hiérarchie, je pense qu'on en parlerait moins, il serait un petit peu moins ciblé, mais il fera un taf de malade quand même. On est totalement d'accord. Mon cher Doc, top et flop. Rapide. Le flop, je vais commencer, c'est l'impatience globale. Pour moi, c'est l'impatience globale. On est tous, on est l'équipe qui est en train de se reconstruire pleinement. On n'est pas arrivé au bout de nos peines. On risque de perdre 4 joueurs majeurs dans les prochaines semaines, enfin dans les prochains mois. Big Cam, Des Mario, Camara, éventuellement. Taysom, forcément. Donc là, il y a une grosse page qui va se tourner. On n'est pas un seul joueur de construire un effectif complet, donc il faut prendre le temps et je pense laisser le temps aussi au coaching staff de faire le taf, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment important. Et le top, ben j'ai quand une là pendant l'enregistrement, j'étais encore sur les réseaux. C'est le rapprochement des Saints avec la France. Là, ils ont encore annoncé demain une surprise avec les Mousquetaires. Ils ont annoncé une soirée là ce week-end pour le match ou là dans 15 jours pour le match avec les Dolphins. En fait, on a énormément de chance. Ça fait 15 ans qu'on attend peut-être un mouvement ou quoi que ce soit. On est à 2 doigts, peut-être un peu plus, d'avoir un match en France, peut-être des Saints, ce qui serait dans toute logique. On a eu Margot qui était hier Fan of the Year. On a eu Des Mario qui est venu, etc. Il n'y a plus qu'à essayer de se rassembler au maximum et puis continuer. Et puis, vous avez en partie la charge de ça. Et enfin, c'est grâce à vous qu'on a en partie qu'on a ça. Ça prouve bien que le travail paye. Donc, on peut que vous remercier. Et donc, si j'ai un top à faire, c'est réellement vous, en fait. Ça fait plaisir. Merci, Doc. Merci, copain. Merci, mon Doc. Merci. Allez, lâche-nous un bon flop quand même avant de partir, histoire de terminer mal. Tu veux quoi, un vrai flop? Ouais, un vrai flop, ouais. Un vrai flop. Tu dois pas faire un flop comme tous les autres. Non, c'est facile. En fait, c'est facile. Non. Tu as le droit de citer Elio si tu veux. Le corps de receveur, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Les drops, les machins, là, j'en ai ras le bol. Il y a ça et les plaquages manqués. Moi qui suis défenseur dans l'âme, putain, les gars, je vais vous montrer comment on plaque, quoi. Ça m'a cassé. Le nombre de fois où je hurle devant la télé où Bertrand prend un message disant mais putain, mais mets les bras, mets l'épaule, enfin, fais quelque chose, quoi. Arrêtez le gros hit, en fait. Cherchez pas le gros hit, ça sert à rien, vous savez pas plaquer. Faites une cuillère, faites quelque chose, mais arrêtez les jeux, fin d'histoire. Parce que se faire trouver sur un plaquage manqué, c'est ce qu'il y a de plus frustrant, quoi. C'est pas comme si c'était ton poste, en fait. C'est vrai. T'es défenseur, tu dois plaquer, apprends à plaquer. Et ou au pire, viens en France, on va te mettre dans une école de rugby, tu vas apprendre à plaquer, tu vas repartir avec tes protections, ça va être très bien pour toi. Mais non, le plaquage manqué plus que chose, ouais, ça me. Et ça fait 2 saisons que ça. Et on se donne du mal. On donne des actions faciles. On se donne trop d'actions faciles. Le mec casse le premier plaquage et après c'est ouvert. Et on s'entend que ça te frustre. Ouais, mais tu le sais très bien. On se le dit à chaque fois, tu le sais. Merci beaucoup, Doc, d'être passé. Merci, mon Doc. Merci de m'avoir invité. Merci, mon Doc. Et on se revoit très vite. On attend ta question dimanche. Pas de problème, au plaisir. À bientôt. Salut, Doc. Ciao. Salut. Ça y est, la sécurité est partie. On peut en dire des conneries, c'est bon. Enfin. Non, sacré passage en tout cas de Doc. Et cette fois-ci, nouveau passage qui va passer en anglais. On va switcher en anglais, messieurs, car nous allons de l'autre côté de la Manche. Hey Dan, how are you doing? Hey, what's up? Bonjour, how you doing? That's my French. I apologise, but I wanted to lead in, showing that I tried. No worries, all good. So first, I'm gonna say in French. Alors, c'est Dan, vous le connaissez parce que c'est un de nos amis d'outre-Manche, comme je le disais, qui est un des 2 membres de Saint City and Me, le podcast donc britannique numéro 1 sur les Saints, référence. Voilà, je pense que quand vous suivez Dan sur les réseaux, vous voyagez un peu parce qu'il se rend souvent aux États-Unis et notamment à la Nouvelle-Orléans. Au-delà des matchs, il nous fait connaître la culture de la ville. Enfin, un petit peu tous les bons tips, tous les bons endroits finalement où aller se détendre du côté de notre chère ville louisianaise. Dan, first question. So it's very interesting to have you as well because like you're from like a European country as well. So how did you start watching football? Like, what was your kickoff, I'd say?
I think it's a broad interest in America probably started it, and wanting to get into US sports. And so I started watching the NFL, didn't have a team, and I spent quite a lot of time thinking of getting into the sport without actually having a team to support. So sort of rooting for players, Brett Favre, Damian Tomlinson, all players like that who were coming up in the early 2000s. And then around 2006, I decided I really need to pick a team because I can't just be a nomad just supporting players. I need to have something that anchors me to one franchise. And so, how did you why the Saints? I've decided it was a beautiful accident. So I was in the US on holiday, and I think it was 2006. I was coming back at the airport, and I just picked up a magazine at the airport, like a sports magazine, and just started reading it on the plane. And there was a whole story in there about Katrina, about how the Saints had signed this allegedly washed up QB who was no good. He had no shoulder. And they drafted this superstar who was all over UK press because he was Adidas and David Beckham was Adidas. So Reggie Bush and David Beckham. So I was like, okay, this team seemed pretty bad. And I didn't want to support a team that were already successful. So I was like, the Saints, they're not a good team. Historically, not a good team. I loved the culture of the city, what I was reading about, the story of how the city was trying to come back and the rebirth and things. And I thought, no one can accuse me of being a glory hunter. I don't know what the phrase is in French, but in the UK, we'd say glory hunter. If you wanted to support Manchester United or Chelsea or Liverpool, you were a glory hunter. So my thought process was, no one's going to accuse me of that. This team's really bad, but they've got so much to love about them. So that's how I became a Saints fan, from a magazine article. Who are you rooting for in the Premier League? You know, I support the Premier League. It's Tottenham. Yeah, you know the glory hunter at all. I'm not. Absolutely not. Absolutely not. I knew the answer, but I had to ask you a question for the audience. So, when did you go to New Orleans for the first time? Because I still know you go maybe 2 or 3 times a year, I'd say. But when was your first time? My first visit to New Orleans was January 2019, and it was for the NFC Championship game. So bittersweet memories. It was a real quick decision. So we'd just beaten the Eagles. I was at work, and I was in a meeting with a client, and it was an auditor, and they was from Philadelphia, and they was talking about how hard it is to get to the NFC Championship game at home and stuff. And I just thought to myself, there's an opportunity here I may never get again. I don't know. So I went back to my desk, phoned my wife and said, I'd like to go to New Orleans. And she said, when? I said, Friday. So it really snowballed. Made sure I could get tickets, got flights, got the hotel last, and flew out there for the weekend for the game. And it was... the result aside, it probably, aside from my family, changed my life because it's led me to where I am now. Like being here, talking to you, everything stems from that one experience. It's amazing. And how did you get to meet Mike? Alors pour juste les auditeurs, Mike, donc c'est l'autre membre de Saint City Enemy. How did you get to meet him? So we were in there's a UK Saints fan WhatsApp group. So we were both in there, and I'd actually got tickets to go and see Hot 8 Brass Band, who are a jazz band for New Orleans, and I was going with another person from that group, and then Mike said, "Do you mind if I tag along?" And that was the first time we met each other there, and then it went from that one night celebrating the city with a band that was born of the city, and then got to here. So we just started socializing, going to things in London, and then we ended up doing our first trip together for Mardi Gras in 2022. And I think Mike is an Arsenal fan, right? He is an Arsenal fan, yeah. And you're a Tottenham fan, so see, everything's possible. It's
it's basically like a Falcons and a Saints fan being friends. Yes, yeah. That luckily, our love for the Saints overrides our football fandom, soccer fandom. Yeah. Yeah. And how did you like? What was the idea behind like creating the podcast Saint City and Me? Like, what was the global idea of you and Mike to do it? So I think in my head, there was a lot of podcasts out there, but there was nothing. There was already there had been a UK Saints podcast, which eventually became the part of the Dome Patrol podcast in the US. But I felt like there wasn't really a voice for fans to talk to other fans and hear their stories, because like I think my story is relatively interesting, how I got into it. And then the more I spoke to other fans, the more I felt that there were stories to be shared from those other fans. And then the more I broadened sort of my social media interactions and found people like you guys and Saints Italia and Saints Spain, and just felt like there was a real opportunity to showcase this fan base, because I always say we punch above our weight, right? Because people don't think we're a popular team, but when you meet the fans of this team across Europe and the rest of the world, they're really passionate, like really, really passionate. And I think it is a representation of the city of New Orleans that has extended itself to us via our fandom. So the idea was, let's do something different. Let's talk to fans around the world and learn their stories. And then what that led to is being able to have access to people in the media in New Orleans, like Ross Jackson and Nick Underhill, and you know, and we've gone from there and you know, had people from the Saints on. We actually did an episode with Delvin Breaux, the Saints cornerback, whose story is in itself is quite unique and inspirational. So it's given us a lot of opportunities. But the main thing, and we need to get back to this because we've moved away from it a little bit, is sharing those international stories, because that's what I think really people enjoy about the podcast, if they do enjoy it, I hope. Yeah, I think they do. And thank you, because you invited us last year with John and I mean, like Saints France, but it was John and I. Thank you so much. Just like another interesting question, because we want your point of view. I mean, like John and I know that, but like I think the audience would like to know, what could the franchise do for its international fans? What do you think? What would you like? I think I would like, right, so a couple of things really. I would like them to be more active with the fan base. I do follow Saints France, the official French language Saints social media accounts. I think I'd like to see more activity there. You guys, you know, we came over to Paris for the event in the summer. I think more notice around stuff like that, letting people know it's coming, because, you know, I think the amount of people who would have come to that, like I got to meet John and Bertrand there, but the amount of people that would have come if there was more notice, I think just be more actively engaged with the fan base, right? You guys have been doing this on Twitter for 12, 13, 14 years, right? You've got there is an established audience, there's an established fan group, and I'm talking specifically about in France, because obviously that's where the international marketing rights are. Leverage that, utilize it, have a relationship with you guys where they can utilize what you've built and push it forward, because I think that's the key, right? It can't be, I don't think it can be manufactured. I think it needs to be organic and authentic, and you guys have done that, and I think they would, as a first port of call, doing more with you guys I think would be really beneficial to them. I'm not a big fan of the international marketing rights in themselves, because I think it's restrictive. It's lucky for me that I can just get the Eurostar or fly an hour to come to France and attend the events. But if the Saints only had Australia, it'd be difficult for us. But I just think be more engaged, right? Be more engaged. You've got people out here trying to do what they want to do, engage with those people, and do more, right? Do more. Be more active. Be more on. You know, come over. Don't just come over once to France. Come over a couple of times. Send a couple of players. Send
send coaches, have more open engagement. I know they do the watch parties and things like that, but are they? I suppose it is more question to you guys, right? Where they do the watch parties in Paris, are they accessible for people? Is there enough notice for people to get there and things like that? It's all about preparation, right, and planning. I think. 100%. Like, totally agree with you. Just to finish, like, we hope to see you before the game in France. Actually, we hope to see you very soon. Do you plan to go to New Orleans next season? Do you have any plan right now? Like, you're just thinking. No, I definitely will try and get. So I've got two things in mind. So, one, I'd like to get out there just for a game and then come back. So just go out there, see a game and then fly back. But I'm also looking at seeing it. We played the Bears in Chicago. I'm quite interested in going to that as an away game. I'm actually batting a 100% record as an away game attendee, so might help us with the wins. Or if we finish in the same position as the Giants, then maybe we're going to be playing the NFC East away. But I would definitely be trying to get out to New Orleans for a quick visit for a game. I'm actually going out to New Orleans in March for a friend of ours' wedding, so I'm there for the weekend. But obviously, definitely want to get back out there for a game. And hopefully go over to Paris for a game as well. That's what we really want, right? So we can all spend the weekend drinking, celebrating our friendship and our fandom. That's when I think about our podcast, that's what it stems from, right? And that's why I'm here, because I've become friends with you guys, and it's to me that's wonderful. Like what it's given me there. So that's what I want, to come over to Paris and be with you guys, drinking and enjoying it. Yes, and you can show me around. You can properly show me around, not just the stadium. We will. We will. Thank you, Dan, for coming. Thank you for you and Mike. Like, we say hi to Mike, and we'll see you. We'll see you soon. We'll see you very soon, and we keep in touch. Absolutely. Thank you for having me on. Thank you, mate. You guys are doing it. It's fantastic. You. Appreciate it. Cheers, guys. Take care. Thank you. Bye. Cheers. Cheers. Et voilà, c'était la partie anglophone de l'épisode, bien évidemment. On avait besoin de cette partie anglophone, voilà. On a eu des personnes aux États-Unis, en Angleterre. Maintenant, on retourne en France. Et c'est parti. Arabie Saoudite aussi. Suivant. Salut les gars. Salut Adrien. Salut Adrien. Adrien, qui en plus, moi je parlais de personnes qui étaient aux États-Unis. Toi, tu y étais il y a pas si longtemps. Tu es allé à la Nouvelle-Orléans. Ouais, je suis allé voir Buccaneers at Saints au Superdome, donc il n'y a pas très longtemps, pendant les vacances de la Toussaint. Très grand match. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, l'ambiance était incroyable. J'ai vraiment aimé l'atmosphère du Superdome. Mais c'est vrai que les conditions étaient particulières. On n'avait pas beaucoup de titulaires. On est dans un sacré marasme. Mais il y a toujours cette passion dans le stade. Et ça faisait vraiment chaud au cœur. Comment tu as aimé l'ambiance de la ville globalement? C'est toujours particulier quand tu vas à un endroit où tu as beaucoup d'attentes. Tu peux vite être déçu, vite être content. Toi, comment ça s'est passé, ton expérience personnelle? Bah, honnêtement, je m'attendais à tomber dans une ville un petit peu avec des quartiers en ruine, vraiment qui avaient du mal à se relever. J'avais pas beaucoup d'attentes parce que je me disais qu'il fallait pas en demander trop et être déçu. Et au final, ça a surpassé toutes mes attentes. Je trouvais ça beaucoup mieux que ce dont je m'attendais à trouver. Et ouais, c'était assez particulier comme ville parce que tu as des quartiers qui sont vraiment très classe avec une vieille architecture, beaucoup d'histoire. Et puis il y a des quartiers qui sont un petit peu à l'abandon. Ça ressemble un petit peu au jeu Cyberpunk. C'est un peu le bazar, tu vois. Il y a des événements aléatoires qui popent un peu partout. Et puis tout le centre-ville qui sent la weed. En fait, ma première impression quand je suis descendu du taxi, c'est cette odeur de weed qui m'a pris et de voir des mecs un peu chelous qui parlaient tout seuls. Et je me suis dit, waouh, c'est un peu bizarre. Mais au final, c'est cool. Enfin, c'est super fun. C'était complètement bizarre. On a l'habitude avec Elio, t'inquiète. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est la magie de la Nouvelle-Orléans. D'un bloc à l'autre, ça peut être complètement différent, en fait. Tu peux passer du très bien au très sombre, mais bon, c'est ce qui fait aussi notre ville et ce qui fait un peu l'essence de notre podcast également, j'ai envie de dire. D'un carré à un autre, tu vois, ça peut vite passer dans... si je peux me permettre, tu as été à Death Valley aussi, non? Tu as poussé jusqu'à Bâton Rouge?
Ou je me Non, trompe? en fait, j'ai vu que The Saint City Enemy, ils étaient allés. Oui. Et ouais, en fait, j'y suis pas allé. J'ai découvert qu'il y avait des cars en fait pour aller d'une ville à l'autre, mais assez tard. J'ai découvert la gare routière dans les Ok. derniers jours. J'ai tout exploré. Je me levais à 7h du matin pour être dans la rue tout de suite et sillonner la ville Ouais. et pour rien louper. Et puis au bout d'un moment, je tournais en rond. Je me suis dit bon, j'ai tout vu. Et en fait, j'avais pas tout vu. Il y avait encore plein de trucs à voir. Et sur les tout derniers jours, je tombe sur cette navette et je me dis j'aurais pu aller à Bâton Rouge, j'aurais pu aller voir le match de LSU. C'était incroyable. Bon, tant T'as pis. évité une défaite, cela dit, hein. C'est peut-être pas plus mal. Adrien, je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Toi, comment t'es devenu fan de football américain et des Saints? Alors au départ, j'ai fait 10 ans de rugby à 13. Et en fait, le rugby à 13, c'est un petit peu un rugby particulier où tu as 5 tentatives pour remonter tout le terrain et scorer. Et c'était un petit peu une sorte de football américain, mais des gitans. Et donc mes potes souvent me parlaient de football américain et faisaient des comparaisons avec le rugby à 13. Et j'avais 2 amis d'enfance qui jouaient aux Mousquetaires. Alors c'était les Mousquetaires de Massy ou Fontenay à l'époque, je précise, et c'était au collège. Et ils étaient très fans des Ravens, de Ray Lewis. Ils étaient fans des Cards, ils étaient fans voilà, ils me parlaient beaucoup de football américain. Et j'avais un autre ami d'enfance qui est connu sur le blog Latest Huddle, c'est un petit peu un vieux blog. Il était connu sous le pseudo Andrej pour André Johnson, et c'est un fan hardcore des Texans. Et en fait, il m'a beaucoup parlé de football américain. Et en fait, on passait des après-midi entiers à en parler. Il me parlait des Hall of Famer, des playmakers à suivre, des needs des différentes équipes. Il me parlait de la draft. Il me faisait des reviews de tous les matchs de NFL de la semaine, en fait, avec son point de vue, son franc-parler et ses grosses punchlines. Et en fait, on passait des heures à parler de football américain. On appelait ça les après-midi Alabama style, parce que j'ai toujours kiffé le Deep South. Et voilà, c'était notre délire. Et au final, je connaissais plein de joueurs, je connaissais les postes. Je connaissais les matchs, je les avais vécus, mais à base de schémas sur un papier et sans en avoir vu un seul en direct. Et au final, il m'a transmis sa passion et puis j'ai décidé de regarder enfin les matchs en direct et de me payer le Game Pass. Donc j'ai commencé à suivre les Saints en 2019, mais ça faisait un moment en fait que j'aimais bien cette équipe et il m'avait bien vendu les Saints. Très bien, très bien, très bien. Ouais, t'es passé fan des Saints à la bonne période où on y était presque, et maintenant, malheureusement pour toi, c'est un petit peu tout l'inverse. Est-ce que tu as un joueur actuel préféré? Un joueur actuel préféré, en fait, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'enthousiasment à part des rookies en tant que de tackle. J'aime bien Breezy. Pendant un moment, c'était notre meilleur pass rusher et puis il attaquait en plein dans l'axe. Voilà, je le trouvais vraiment bon comme pass rusher. J'aime bien aussi sa faculté à bloquer, à bloquer des field goals. Je le trouvais vraiment clutch des fois sur les équipes spéciales. Mais si je devais vraiment choisir un joueur actuel, ça serait Alvin Kamara pour tout ce qu'il a fait et puis parce que je l'ai connu comme running back prime. Et voilà, je le défendrai toujours et c'est mon joueur préféré. Même si je l'adore pour sa versatilité, mais je suis assez déçu de son utilisation par Kellen Moore et je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas pour le jeu de passe davantage. Voilà, donc ça c'est un petit peu une frustration, mais voilà, je dirais que mon joueur préféré, c'est encore Kamara et j'espère qu'on le gardera encore quelques années. C'est bien que tu me dises que tu es un petit peu déçu de son utilisation, parce que comme ça, je vais pouvoir te poser la fameuse question. Là, cette saison, actuellement, le 18 novembre 2025, quel est ton top et quel est ton flop de la saison actuelle? Alors en top, moi j'ai beaucoup aimé le moment où on a fait bégayer les Bills, alors qu'on s'attendait à se prendre une branlada totale. Et bon, ça a tenu une mi-temps, peut-être trois quarts temps. Mais voilà, j'ai vu le signe d'une équipe en reconstruction, lentement mais sûrement, avec une défense assez pugnace. Et malgré des grands écarts d'âge entre des rookies, des sophomores, voilà, avec très peu d'expérience de jeu, et puis des vieux de la vieille qui pèsent sur le cap, qui sont pas trop productifs, mais qui nous tiennent par les sentiments. Et en fait, avec une deft pas très ouf, on arrive quand même à bien tenir en défense. Et on finit souvent les matchs vraiment à une possession
de revenir, d'égaliser ou alors de gagner à l'arrache. Et surtout qu'on fait ça sans Denis Allen qui est parti. Et donc, on a vraiment un nouveau coaching pour la défense. Et finalement, on est plutôt pas mal. On n'a pas trop perdu de ce côté-là du terrain. Et je trouve ça encourageant pour la suite, pour la construction de l'équipe. Et voilà, donc on peut compter sur un coaching, à voir s'il confirme l'année prochaine, mais qui a l'air plutôt pas mal en défense. Et encore le leadership des anciens sur le bord du terrain et dans les moments clutch. Et après, pour ce qui serait du flop, ce serait vraiment difficile de déterminer un flop. J'avais aucune attente cette saison. C'est surtout un sentiment général. On a déjà parlé des receveurs qui droppent les balles en permanence, qui ne créent pas de séparation. Bon, on a un corps de receveurs qui n'est pas terrible. Mais moi, ce serait surtout... c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans les tribunes chez les fans des Saints autour de moi pendant le match des Buccaneers, contre les Buccaneers. C'est les décisions arbitrales en fait qui nous sortent du match dans des moments où on est vraiment très serré, on est vraiment plus que outsider. Et je commence à en avoir marre en fait de ces arbitres qui sont pas très appliqués dans leurs interprétations de la règle et dans leur call, et qui disent que de toute façon on est les Saints, donc on est censé avoir le first pick, donc on s'en fout un petit peu, ça peut faire gagner des bonnes équipes et pas trop ruiner leur record quoi. Et notamment moi ce qui m'énerve c'est tout ce qui est interprétation des drops et des fumbles. Et moi, je me demande combien de temps faut garder le ballon en main après un plaquage pour pas que ce soit compté comme un fumble. Est-ce qu'il faut le garder 12 ans est-ce que si le mec pose la balle au sol pour se relever, pour aller au huddle, ça compte comme un fumble? C'est incompréhensible. Et j'ai surtout en mémoire le fumble ou drop d'Alvin Kamara contre les 49ers dans un match qui était assez serré. Et dans le pire des cas, c'était un drop, quoi. Donc voilà. Je comprends pas trop les arbitres et je comprends pas trop Kellen Moore qui n'utilise pas ses time-out et son challenge pour se faire respecter par les arbitres aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu mon flop. C'est l'arbitrage, le manque de sérieux des arbitres. Surtout après l'interférence de passe contre les Rams en finale de conférence, je suis assez à fleur de peau. Faut pas parler de ça. Et ça m'a traumatisé. J'ai un syndrome post-traumatique. Je fais des cauchemars maintenant à cause de ça. On l'a tous. C'est horrible. Donc voilà, je dirais comme gros flop, la réponse A, le fake fumble de Kamara. Bon, merci en tout cas. Et bonne réponse pour les arbitres, qui est un problème global en NFL. Ça ne concerne pas que les Saints, bien évidemment. Mais ouais, merci beaucoup, Adrien, d'être passé. Merci de nous avoir parlé un petit peu de ton voyage. On se revoit très vite. Et pareil, n'hésite pas à poser ta question dimanche après la défaite face aux Falcons. La victoire. La victoire, arrête. S'il te plaît. Salut, Adrien, et merci. Merci beaucoup, les gars. Ciao, Adrien. Merci. Salut. C'est top. Prochain invité. On enchaîne. Plus que 2 sur la liste. Allez. Ouais. Et salut. Hey. Salut. Vous m'entendez bien? Très bien. On est content. C'est vrai que tu es en train d'animer une émission radio là. Ouais. Ouais, moi je suis un grand fan de podcasts de radio. Comme je suis artiste peintre, j'ai pas trop le temps de regarder la télé, donc la plupart du temps je me mets de la musique ou des podcasts. Et souvent dans mes créations, vous êtes souvent là et vous me faites bien gaulerie, donc ça me fait plaisir d'être ici. Ah, c'est sympa ça. Merci. Merci à toi. Merci. Si on peut t'aider justement à approfondir ton âme d'artiste. Non, il y a sûrement, il y a des fois, j'ai raté des graphes ou quoi, quand Alexis donnait des sales pronos, des trucs comme ça. Et là, t'es en train de bosser, et puis d'un coup, il dit un truc qui alerte au Google. Ouais, et tu te rates, et Allez, voilà. c'est mérité. J'ai dû t'en flinguer des peintures. Non, ouais, trop cool d'être. Merci de l'invitation, ouais, c'est trop cool. Je suis vraiment content d'être là. Merci à toi d'être parmi nous ce soir. Julien, la question évidente, comment toi t'es devenu fan de football américain? Alors moi moi j'ai 40 ans. Quand j'étais petit, c'était vraiment rêve américain quoi. J'avais envie d'aller aux États-Unis vivre parce que voilà, c'était là-bas que tout se passait.
Et j'ai eu une Nintendo NES et mon premier jeu, c'était un jeu de foot américain. Donc j'ai commencé à comprendre le Nintendo foot NES. américain sur NES. Et ensuite, je sais pas si Excellent. vous vous rappelez, le mercredi après-midi sur Canal+, avant sa cartoon et je sais plus quoi, il y avait des résumés de foot Oui. américain. Et en fait, vu que mes parents travaillaient beaucoup le mercredi, moi, j'étais toute l'après-midi sur Canal+, et j'attendais ces résumés de matchs avec impatience. Et en fait, à force de un peu tout ça, je me suis un peu habitué au logo des franchises, tout ça. Et comme je traînais souvent au Parc des Princes, je voyais beaucoup de gars avec des Bombers, des Redskins à l'époque, des Raiders, tout ça. Raiders. Et ouais, c'était à l'époque dans les années 90, il y avait beaucoup de blousons comme ça de Je franchise me souviens, je de me souviens. NFL. Voilà. Et en fait, voilà, c'est venu comme ça. Et sur le tard, mes parents ont pris, je sais plus, un espèce de TPS ou quoi, un abonnement satellite à l'époque. La carte Et pirate. ouais, voilà. Et puis j'ai eu ESPN américain. Et puis là, fin des années 90, j'ai commencé à regarder des matchs Trop et bien. voilà, je suis tombé dedans. Et puis tu lâches plus. Et puis c'était incroyable, quoi. Ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, t'es pas le premier auditeur à nous parler justement d'une passion qui est née il y a longtemps maintenant. Donc finalement, on voit que c'est assez éclectique, tu vois, dans la communauté de fans de football américain française. Il y a un peu de toutes les générations, mais surtout des gens qui l'ont découvert très très tôt. Toi, comment tu es devenu fan des Saints, de la franchise? Qu'est-ce qui t'a attiré par rapport à eux? À Moi, l'équipe? ça a été rapide, hein. Moi, je suis supporter parisien, donc fleur de lys, les Saints, voilà. Faut pas chercher plus loin. Voilà, Voilà, je pense qu'il y en a un autre ici C'est qui se très bien. reconnaît un petit peu. Ouais, voilà. voilà. Faut Didier, pas chercher, c'est comme ça. non, Mais mais c'est vrai, Didier est supporter parisien aussi. On a un oui, auditeur non, de mais longue date, Didier, qui, si je dis pas de bêtises, qui est abonné aussi depuis très très longtemps au parc. Et je pense que ça s'est peut-être fait un peu comme toi d'ailleurs. Ouais, on mais était, on était pas mal en virage Auteuil d'ailleurs à être pour les Saints, hein. On était une bonne petite communauté à l'époque et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Il y a pas, des fois, faut pas chercher ou quoi. ouais, C'est ouais. vraiment la fleur de lys, le rapprochement avec la France et puis les couleurs, tout ça, et puis en avant quoi. Et puis comme les Saints à l'époque, c'était un peu la franchise de la loose. Et dans les années 90, le PSG, on était une bonne franchise de loose. Ça allait bien, ça a tout collé en fait. Tu vas toujours au Parc des Princes désormais? Alors moi, voilà, là, je vais revenir sur mon histoire. Du coup, 2010, je me suis fait évincer du Parc des Princes avec le plan Le Pou. Le Pro, Et ouais. de là, j'ai commencé ma carrière de joueur de foot américain qui a duré 4 ans. Après des blessures, tout ça, j'ai passé mes diplômes pour être arbitre. Donc maintenant, je suis Ok, arbitre. excellent. Pas mal. Et ouais, voilà, donc j'ai toujours continué là-dedans. Mais en fait, le foot américain, c'était vraiment un peu un plaisir solitaire avant, hein. C'était avant le Super Bowl et surtout avant 2010, parce que j'ai le souvenir qu'en 2010, Beansport, ils sont arrivés et puis bim, ils ont commencé à mettre les red zones, les matchs et tout. Et là, du coup, tous les potes autour de moi, à force de me voir avec mes maillots de foot américain et tout, de leur parler de ce sport, tout le monde a commencé à regarder. Et je suis un peu triste parce que le Super Bowl qu'on remporte, j'étais tout seul chez moi comme un fou. Et l'année d'après, j'en ai eu marre. J'ai dit, bah vas-y, je fais une grosse fête. J'avais acheté un rétroprojecteur. On était 25 personnes dans un 16 mètres carrés. Et, euh, et depuis, grosse tradition, toutes les années, on se retrouve tous le même groupe en fait. Et le Super Bowl, c'est la date en fait pour moi et mes potes, vu qu'on est un peu éparpillés dans la France. On se retrouve à cette date, on se fait une grosse chouille et on se regarde le Super Bowl ensemble. Excellent. Incroyable. Et on arrivera dans ton salon, Morel. Faudrait. Je pense que justement,
T'as matière à nous dire. Est-ce que tu as un joueur passé préféré c'est ton joueur actuel? Alors, j'en ai plusieurs. Hein, on peut dire Drew Brees, hein, parce que lui, il nous a mis un peu tout en haut. J'aimais beaucoup Reggie Bush, parce que voilà, c'était le poste que je faisais. Et moi, non, moi, c'est Alvin Kamara encore. Hein, je vais pas être dans l'originalité, mais peut-être vous avez vu sur mon Twitter ou quoi, j'avais fait un portrait d'Alvin Kamara pour un festival de graphes. Le portrait, il faisait 5 mètres sur 8. Dans le portrait de Alvin Kamara, il y avait plus de 700 visages en fait. Donc quand tu étais près du portrait, Incroyable. tu voyais plein de petits visages et quand tu te reculais, tu voyais le portrait d'Alvin Kamara. Et c'était très drôle parce que quand j'étais en train de le faire, les gens ils passaient, ils disaient ouais, il est super ton Bob Marley. Eh vas-y, ferme. Mais du coup, quand tu fais des pièces comme ça, n'hésite pas à nous les partager et nous, on les reposte derrière et ça te donne aussi encore plus de visibilité. Et franchement, n'hésite pas là-dessus. Mais tout le temps dans mes graphes ou dans mes toiles, dans ma galerie, il y a toujours une petite fleur de lys ou il y a toujours un petit truc qui traîne, qui est caché dans la toile. La propagande continue, les gars. Incroyable. En plus, Et t'as tu l'as pas, Ouais, vas-y, John. tu l'as pas cité en tant que tes joueurs préférés, mais très joli maillot de Jeremy Shockey. Oui. Ouais, alors celui-là, Ouais. c'est on gagne le Super Bowl et en fait, moi, j'avais pas la possibilité de partir aux États-Unis et mon frère, mon cousin faisaient les allers-retours aux États-Unis et je sais plus, ils m'appellent, ils sont au milieu du Kansas. Ils me disent, on t'a trouvé un maillot, on sait pas qui c'est. J'ai dit, vas-y, prends. Et en fait, quand il l'a ramené, j'ai vu que c'était choqué et tout, donc qui avait marqué pendant le Super Bowl. J'ai fait, ouais, magnifique. En plus, c'est les maillots un peu à l'ancienne, c'est pas les trucs thermocollés, c'est bien. C'est brodé. C'est les ouais, Reebok. c'est bien brodé et tout. Ceux-là, Bien, ils sont vraiment cool, quoi. Ouais. Ils sont vraiment cool. Incroyable. Cette saison, quels sont tes tops et tes flops? J'ai pas de top, malheureusement. Le seul top de la saison, c'est. Ah ouais, je vous le dis, hein, moi, pour moi, c'est vraiment viscéral, hein, les Saints. J'ai pas de top. Le top, c'est votre podcast parce que vous me faites marrer le lundi, du coup. Ah, t'es un champion. Merci, c'est gentil. Merci pour ton vraiment, c'est dur. Cette année. J'ai l'impression d'être un fan des Jets. Et, Ils prennent cher aujourd'hui, les Jets. Hein. et ouais, les tops, ouais, j'ai vraiment du mal, quoi. Je me dis que ça ira mieux, mais j'ai du mal vraiment à ressortir un peu de top. Ça me fait mal, hein, ça me fait vraiment mal. Pas aussi mal que la fois Alvin où. Kamara qui a posé avec le maillot. Ouais, cette fois-là, c'était cool, tu vois. Et c'était vraiment le fun. Mais les Saints, c'est vraiment viscéral parce que j'ai le souvenir quand on prend pas le flag là en finale de division contre les Rams et qu'on va pas au Super Bowl. Mais je crois que j'ai mis 4-5 jours à m'en remettre. Et c'était un an après la remontada. Et tu vois, c'était une époque où on prenait que des vagues. C'était très dur. Ouais, c'était vraiment très, très dur. Et en flop, méga flop, pour moi, c'est Brandon Cooks. Parce que C'est je pense vrai. qu'au prix qu'on le paye, putain, il pourrait faire un catch, un truc, tu vois, il pourrait faire des trucs, quoi. Et non, je suis patient avec mes Saints. Je pense que ça ira mieux. Si je peux faire l'avocat du diable, jusqu'à maintenant, il avait Spencer Rattler qui lui lançait des ballons. Enfin, qui ne le voyait pas, du coup. Parce qu'il était mono-lecture. Ouais, mais je pense que vous vous enflammez aussi pareil que Rattler que pour le nouveau. Non. Ouais, je pense que oui. On a vu un match, on verra. Ça fait 20 ans que je regarde ce sport. Ça fait 20 ans que chaque année, on nous sort des noms et puis 2 ans après, on ne sait plus où ils sont, quoi. Exactement. Quand je vois Pickett qui finit deuxième ou troisième quarterback Ça, c'était alors que ça, c'était appelé avant la draft même, de toute manière. ouais, voilà. Donc, ça va très très vite dans ce sport. Hein. J'ai remarqué ça. C'est pour ça que notre Alvin Kamara, il est encore là. C'est incroyable quand même. Il a quand même une belle longévité. Mais c'est vrai que dans ce sport, ça va trop trop vite pour dire ça va aller ou ça va pas aller. Je préfère attendre la saison prochaine.
Je veux juste une victoire contre les Falcons parce que pour moi, c'est les Marseillais de la NFL, quoi. Ouais. Donc, tu vois, faut les taper, faut y aller. Et voilà, quoi. Je m'attends pas à grand-chose. Avant de conclure, est-ce que tu as un réseau, tu as un endroit où pour éventuellement les auditeurs pour voir tes œuvres? Oui, principalement sur Instagram. Julien Morel, artiste Ok. peintre. Voilà, vous allez voir. Et voilà. Et voilà. Eh ben parfait. Eh ben merci beaucoup Julien d'être passé. Merci à vous. Peut-être une deuxième étoile à la fin de la saison avec une nouvelle LDC, on verra Non, bien. ça non plus, j'y crois En pas. tout cas, les joueurs sont blessés au bon moment cette année par rapport aux saisons d'avant. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être Merci, passé, Julien. Julien. On te dit à très bientôt Merci. et à ta prochaine question. Donc, pour Yes. réponse. Yes, yes. Et le piston est toujours là tous les dimanches pour se foutre de ma gueule en ce moment. Donc, Faut le convertir quand même. ah ben, il est à fond, il est à fond. Il est à fond. Bon, c'est bien. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Julien. Continuez comme ça, les gars. Salut, Merci, Julien. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre. Bah, c'est Bye cool. bye. Merci, Plaisir. merci de nous à toi. suivre, Merci merci de nous énormément. écouter, c'est trop cool. Allez, salut. Ciao, Julien. Ciao. Et Bon. puis, nous avons désormais notre dernier invité qui s'appelle Johan. On a vraiment des profils différents, c'est super bien Et voilà. cet épisode. Il est là. Et Johan, Bonsoir. Meilleur pour la fin. Merci. Vous m'entendez? Yes, Très nickel. Très bien. oui, on t'entend très bien. Comment vas-tu? Désolé, tu passes un peu tard, il est quoi, Tout le 22h47 retard là? accumulé. Bon, Désolé. c'est pas grave, ça m'a permis d'entendre un peu d'autres de la commu s'exprimer. Donc c'est cool aussi. Yes. Toi, comment t'es devenu fan de football américain, Johan? Dis-nous tout. Et Dis-nous ben tes moi, secrets. en lisant Echiel 21. Donc Ah, j'ai ouais, commencé ouais, en intéressant, on l'a pas eu j'ai encore, commencé là. en lisant Echild. J'ai trouvé les personnages attachants. J'ai trouvé le jeu passionnant. Et puis, du coup, j'ai voulu aller chercher un peu plus loin. J'ai regardé la NFL, ce qui se faisait, sans vraiment connaître ce qu'était la NFL. Donc, j'ai regardé un peu les logos des équipes. J'ai vu le logo des Bucks qui me plaisait bien. Et puis, j'ai commencé un peu à regarder. Et en fait, moi, étant fan de toujours de la Nouvelle-Orléans, j'ai découvert qu'il y avait un club à la Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça que voilà, j'ai tout de suite migré sur les Saints. Donc voilà. C'était à peu près à quelle période quand t'as commencé sur les Saints? 2008-2009 à peu près. Oui. Ouais. Juste t'es tombé, avant, t'es juste tombé avant le vraiment Super dans le Bowl. bon style. En plus, on avait un QB qui donnait plaisir à regarder, un jeu de passe qui était très beau. Donc voilà. Tu as pu vivre un peu les périodes les meilleures et les pires périodes du 21e siècle. Dans les meilleures périodes Ouais, de tout l'histoire. simplement. Soyons totalement francs là-dessus. Toi, là, non, alors déjà, tu nous dis 2008-2009. Quel est ton joueur passé favori de la franchise? Jimmy Graham. Ouais, Jimmy Graham. Graham. Alors, je ne veux pas dire Drew Brees parce que c'est trop évident, mais Ouais. Jimmy Graham. Dans cette période-là, il y avait la période aussi où il y avait Gronkowski, où il y avait souvent un parallèle entre les deux joueurs. Moi, j'ai toujours adoré Jimmy Graham pour ses mains sûres. C'était toujours une solution efficace. C'était du gain de yard derrière. C'était enfin voilà. Depuis, on n'a pas eu l'équivalent dans l'équipe depuis. Au Post-Island, ouais, totalement. Et là, ton joueur actuel préféré? Kelvin Banks. Je trouve qu'on a trouvé quelqu'un à ce poste, un joueur qui sait protéger le côté aveugle du QB. Et c'est quelque chose. Alors, moi, je suis d'accord avec Alexis. Si jamais on n'a pas une bonne ligne, tu peux avoir le meilleur QB que tu veux. Derrière, tu feras rien. Si jamais tu arrives à avoir un QB même mid et que tu laisses du temps pour pouvoir lancer, que le gars il est serein parce qu'il sait qu'il ne se fait pas taper partout, tu auras toujours plus d'efficacité dans ton jeu. Donc, je pense que la ligne offensive, même si, vous le dites régulièrement, on a beaucoup misé, on a beaucoup drafté sur cette ligne,
avec très peu de résultats, c'est quand même un point clé du jeu. Et derrière, si jamais on n'arrive pas à protéger le QB, soit il se fait découper, soit il est blessé, soit il lance dans la panique et on n'arrive pas à être efficace. Ouais. Tout à fait d'accord. Ouais, totalement. Mais Alexis, tu n'étais pas tout à fait d'accord sur Calvin Banks depuis le début de la saison. Non, j'étais juste étonné. Et c'est Fouaga qui est pas terrible. Mais Banks, c'est bon. Hein. Banks, c'est bon. Il laisse très, très peu de pression pour le QB. Alors, Fouaga, il a changé de côté sur cette saison-là. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile pour lui, même s'il a été... il était normalement à ce poste quand il était à l'université. Ouais. Je pense qu'il faut peut-être qu'il se remette un peu dans le mood, mais malgré tout, il fait quand même de bons matchs, Fouaga. Et mine de rien, les deux tackles sont un peu solo. Oui, on a vraiment un centre de la ligne à renforcer. On a McCoy, mais qui est tout le temps blessé. Et puis, on a deux gardes, pour le moment... Des gardes qui ne gardent pas, c'est problématique. Non, t'inquiète, on a eu Doc tout à l'heure, on en a trouvé un pour le reste de la saison. Mais toi, concrètement, là, cette année, qu'est-ce que tu ressors en termes de top? Qu'est-ce que tu ressors de positif sur la saison actuellement? De positif... Et on a tous la même réaction. Non, ouais, c'est compliqué. De positif, on a une draft de cette année qui se révèle. On avait une mauvaise classe, une mauvaise note sur les évaluations tout de suite après la draft. Et finalement, on a recruté des joueurs qui font le job à leur poste, voire même qui se révèlent. Du coup, cette draft, elle amène de l'espoir, entre guillemets, pour la suite, parce qu'on va avoir une vague de joueurs qui va partir. On sait qu'on a des anciens qui partent, et avoir de bons joueurs nouveaux, c'est quand même... on sait que quand même chez nous, la draft, ça n'a pas toujours été notre point fort. Donc avoir une draft qui marche, c'est plutôt le point positif, le top. Au niveau de ton... oui, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais ton flop principal, celui qui t'embête le plus? Alors, j'ai un flop de cœur, c'est-à-dire un flop sur lequel c'est plus de la déception. Ce serait plutôt Olave. J'attendais beaucoup plus de lui. Alors, je sais qu'il a été blessé, il a eu pas mal de commotions, mais pour un wide receiver 1, j'attends beaucoup plus de lui. Il est sur courant alternative. Donc, c'est un peu un petit flop. Mon gros flop, c'est Johan Johnson. J'en peux plus. J'en peux plus. S'il vous plaît, je sais pas, payer quelqu'un pour le découper, je sais pas, qu'on l'envoie. Je sais qu'on le paye cher, mais bon, avec des mains en mousse. Et puis le gars il fait rien, il n'est pas décisif. Il drop tout ce qu'il peut. Quand il est présent, c'est sur des... Comment ? On sent qu'il y a une haine en toi. Non, mais ouais, je sais pas. Il a le don de me mettre les nerfs quand je le regarde jouer. C'est pas possible. Le mec, il fait rien du match. Il fait une réception. Il se permet d'aller chambrer. Il y a un moment. J'avais oublié ça. Tu viens de me remémorer un truc de plus pour. Juste, il a fait un très bon dernier match. Après avoir. Oui. Alors, il a des super stats. Ouais. Mais statistiquement parlant, après, je sais pas, moi, dans un match, ce qu'il me transmet. Ouais, sur le dernier, il était plus ou moins clutch. Après, voilà. C'était un match. Les gars, du 10e. En intro, Will disait qu'il voulait envoyer plus de joueurs en France. Si jamais c'est Johan Johnson qui arrive en France, on est cramé. On va l'envoyer au j'espère qu'il va pas donner cet épisode à la com des Saints, au moins qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que... Après, je veux bien me dévouer de lui casser un genou, un truc comme ça. Si ça peut aider, je me sacrifie. À l'envers. Bon, voilà. Comme ça, Johan sait qu'il a des fans en France. Dernière chose, Johan, avant de te laisser tranquille. Qu'est-ce que toi, t'attends maintenant de l'équipe, de la franchise sur les 2-3 prochaines saisons? Sur la franchise NFL? Non, de basket. Sur un peu les objectifs de la franchise. Alors, pas les objectifs fans, etc. Vraiment les objectifs sur
sportif. De la reconstruction, donc de la draft intelligente. Là, on arrive à purger le cap, donc faut pas repartir dans des fantaisies où on remet des gros, enfin, il faut pas, comment dire. J'espère qu'on va bien drafter, qu'on va être intelligent sur les postes. Pas partir sur se dire je prends un QB parce que il faut un QB alors que la QV serait pas bonne. Donc repartir sur des bases solides, combler les trous. De toute façon, on en a plein. Donc si jamais on est intelligent sur notre draft et sur nos recrutements, normalement, on devrait quand même avancer. Et puis après, se dire que c'est dans les années à venir on pourra améliorer les choses, mais de toute façon, on n'attend rien sur les 2-3 prochaines années. Donc voilà, être intelligent. Ça, c'est possible. Très bien. Eh bien, Johan, merci de ton passage. Merci d'avoir été aussi patient. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Donc, participer, c'est un peu impressionnant. Vous êtes à l'aise au niveau de la parole et quand on intervient comme ça, on s'aperçoit que c'est quand même compliqué. À force de dire des conneries, ça va venir, tu vois. Bah, écoute, au plaisir en tout cas, soit de vous croiser sur Paris ou ailleurs, ce serait cool. Avec plaisir, totalement. Merci, Johan, et je te souhaite une très bonne fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Johan. Merci encore. Et voilà, c'était notre épisode spécial Bye Week de cette année, notre épisode aussi spécial anniversaire des 12 ans. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous avoir regardés jusqu'au bout. C'était super intéressant. On a eu plein de profils totalement différents et qui montrent à quel point on est tous supporters derrière une franchise assez particulière. Il y a toujours, et en fait, il y a un truc qui, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous pensez pareil, mais là, quand je ressors de cet épisode, on a cette impression qu'on est vraiment tous très passionnés par la franchise. Au-delà d'être passionnés par le foot US, c'est vraiment une passion pour cette franchise et la culture qui découle de celle-ci. C'est complètement ça. Chacun a son histoire, mais une histoire qui est toujours très forte. Et en plus de ça, on a eu vraiment des auditeurs, on a vraiment des auditeurs qui sont vraiment très cool. Et c'est vraiment aussi très sympa de pouvoir mettre des visages sur des gens qui nous écrivent toutes les semaines. Et je trouve que ça rapproche tout le monde. C'est mon petit côté un peu sentimental, mais ça me fait très plaisir d'avoir vu des gens qui nous écoutent et des gens qui ont les mêmes passions que nous et qu'on peut partager avec en eux. plus. Donc ouais, c'est top. Je suis d'accord. Merci à tous les participants. Merci à vous, messieurs. Merci à tous nos auditeurs. Ça nous a fait franchement plaisir. On espère que ça vous attirera pour revenir l'année prochaine si on fait un épisode similaire. Et puis voilà, comme d'habitude, on se quitte avec les 2 meilleurs mots de la fin, messieurs. Je fais le décompte de la main. Yeah. Allez, salut tout le monde.